Quel a été le déclic de tout cela? On a toujours plein d'obstacles, personne ne Mmh. connaît la bonne réponse. Peut être remis en question 2 jours après ou des années après éventuellement. Évidemment, dans l'histoire, c'est pas égalitaire et on peut pas dire que c'est la même chose, il y a eu des souffrances, et cetera. Je pense qu'en vrai, 99 des demandes qu'on reçoit sont faites par des femmes. Que notre arrogance nous pousse à considérer que l'humain est unique. Là, tu vois, en t'écoutant, je me dis, ça se trouve que les étoiles communiquent entre elles, j'en sais rien, tu vois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Désorienté, mais là, cette fois-ci, en format one-to-one. Donc, vous avez l'habitude des formats A4, vous avez aussi l'habitude des formats one-to-one, quelques-uns. Et aujourd'hui, j'accueille une personne qui a à la fois les pieds sur terre, mais aussi la tête dans les étoiles, on peut dire ça comme ça. Une femme qui est à la fois chercheuse, doctorante, qui est aussi engagée dans une certaine mesure, autrice, à de multiples casquettes. Et vous demandez sûrement pourquoi la tête dans les étoiles, tout simplement parce que l'astrophysique est sa spécialité. Et cette personne, c'est Leïla Bessila. Je vais tout de suite me tourner vers elle pour te laisser te présenter en quelques mots, et puis après, comme je te l'ai dit, je te poserai plein de questions. Super, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que tu as résumé pas mal de choses. Donc ma première casquette, c'est de faire de la recherche en astrophysique. Donc je pourrais revenir plus spécifiquement sur ce que je fais et pourquoi c'est passionnant. Ma deuxième casquette, c'est d'avoir fondé une association qui s'appelle Projet Mathilda. L'objectif, c'est de rendre les sciences accessibles, puisque vous l'avez compris, les sciences, c'est ma passion et ça ne doit pas rester que pour moi. Pour moi, c'est une passion qui doit être transmise au plus de monde possible. Et donc, avec cette association, on agit à la fois pour la place des femmes dans les sciences, mais aussi de manière générale, toutes les personnes qui ont un peu moins accès. Donc, on va dans beaucoup de collèges, beaucoup de lycées pour faire des sciences de manière un peu plus fun que ce qu'on peut trouver dans les manuels scolaires. Et avec cette association, du coup, j'ai eu le plaisir d'illustrer, en fait, de coordonner et d'illustrer un livre qui s'appelle Audacieuse. C'est juste là. Alors, je ne suis pas la seule. C'est avec Lucie Cross et Romane Cologny qui ont aussi cofondé l'association. Et c'est un livre dans lequel on met à l'honneur des femmes scientifiques. Et en fait, pour la petite histoire, c'était une exposition avant d'être un livre. Ah ouais? Et donc, c'est une exposition qui est itinérante et qui circule dans plein d'établissements. Et en ce moment, elle est, je pense, dans 3 villes différentes avec les différents exemplaires. Trop bien. On va y revenir. On va revenir sur le projet Mathilda. On va revenir sur le livre que tu m'as gentiment envoyé aussi. Bien sûr. Alors, il y a des femmes que je ne connaissais vraiment pas, vraiment pour le coup. Je pense que c'est le but aussi du livre. Ouais, moi j'en connaissais, je pense, 1 ou 2. Ah ouais? Honnêtement. Okay. Et en fait, c'est en faisant le livre que du coup, on voulait mettre des femmes à l'honneur. Et des femmes scientifiques, en fait, il y en a plein. Il y a Marie Curie, c'est la première à laquelle tout le monde pense. Mais en fait, il y en a plein. Et nous, on voulait vraiment représenter une certaine diversité, à la fois dans les disciplines représentées. Donc là, ça va des maths vraiment très pures à la biologie, à la botanique. Exactement. Il y a une primatologue aussi. Et on voulait aussi représenter des femmes de différents âges, avec différents parcours, de différents milieux sociaux, différentes origines. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette petite sélection. Ouais, totalement. Un petit teaser que je vais faire, c'est il y a dans ce livre, il y a une femme qui, en fait, c'est grâce à elle que Wikipédia existe. Oui, exactement. Voilà. J'en dis pas plus, mais quand j'ai lu ça, j'ai dit ah bon, ok, très bien. Mais on verra ça après. Leïla, donc là, tu as expliqué une partie de ton parcours. Les sciences, c'est ton dada, c'est ce que tu aimes. Qu'est-ce que, quand tu étais petite, quel était le déclic? Alors déjà, est-ce que c'était quand tu étais petite ou est-ce que ça arrivait un peu plus tard? Mais quel a été le déclic de tout cela? Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment eu un déclic. J'ai toujours été passionnée par plein de choses en même temps. Du coup, beaucoup d'art, beaucoup de sciences. J'ai toujours aimé, par exemple, j'adorais le français quand j'étais à l'école. Et en fait, c'est venu progressivement. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que mes parents sont profs respectivement de maths et de physique, donc j'ai quand même un peu baigné dedans. Je vais pas dire que ça sort de nulle part, hein. Je vais être tout à fait honnête. Mais en fait, j'aimais toujours un peu tout. Et en fait, progressivement à l'école, j'avais plutôt des bonnes notes et on m'a toujours dit, ok, fais des sciences, comme ça te fermera aucune porte. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée astrophysicienne en voulant fermer aucune porte. Mais en fait, au fur et à mesure, ça m'a passionnée. Je pense que le moment le plus important pour moi, ça a été la prépa. Donc, en fait, avant de faire une thèse en astrophysique, j'ai fait une classe prépa à une école d'ingénieurs. Donc, la prépa, c'est pas les meilleures années. C'est beaucoup de pression, beaucoup de compétition. Mais ce que j'ai adoré, c'est que j'avais des profs qui étaient vraiment incroyables, surtout en 2e année.
Et j'avais notamment un prof de physique qui avait vraiment cette manière de communiquer les sciences, mais sans les formules, vraiment en montrant que c'était des choses de la vie de tous les jours, qu'on pouvait mettre en pratique, en vulgarisant, en montrant vraiment que c'était concret. Et je me souviens, il faisait plein de petits dessins partout pour expliquer, OK, vous voyez, cette formule, en fait, c'est pas qu'une formule. Si vous prenez tel phénomène de votre vie de tous les jours, si vous lancez un ballon, ceci, cela, en fait, c'est de la science. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment passionnée. Et c'est comme ça que je me suis orientée plus vers de la physique. D'accord. Parce que c'est vrai que astrophysicienne, c'est pas. Enfin, je sais pas si déjà au collège ou au lycée, tu savais. Alors peut-être avec des parents qui baignaient dans le milieu des sciences, mais j'imagine que c'est pas commun pour toutes et tous de se dire tiens, je vais faire de l'astrophysique, je vais être astrophysicien ou astrophysicienne. À quel moment tu t'es dit tiens, c'est ça que j'ai envie de faire? Et en fait, je me le suis jamais vraiment dit. Je suis arrivée dans l'astrophysique un peu par hasard. Donc, si je reviens, j'ai fait cette école d'ingénieur. Et ensuite, c'était le Covid. Donc, je cherchais un stage à l'étranger et je trouvais pas de stage. C'était le Covid. Et puis, on pouvait pas aller à l'étranger. C'était un peu pénible. Et en fait, je me suis dit, tiens, au lieu de faire un stage, je vais faire un master. Et à la base, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le fait que la science soit appliquée. Et donc, il y a notamment une technologie qui s'appelle la fusion nucléaire. C'est en fait, avec des mots un peu poétiques, c'est recréer l'énergie du Soleil sur Terre, qui serait plus propre, plus décarbonée. Et donc, c'est notamment un projet qui s'appelle ITER, qui est dans le sud de la France, qui met en application cette fusion nucléaire. Et je me suis dit, je vais faire un master dans ce domaine et faire un stage dans ce domaine parce que c'est ultra concret. À la fois, il y a de la physique, c'est ce que j'aime, et d'un côté, c'est super utile pour la société. Et en fait, en faisant ce stage, je suis tombée avec quelqu'un qui était incroyable, qui s'appelait Xavier, qui était un gars super fort, un chercheur qui faisait des maths comme ça dans sa tête. Tout le temps, je comprenais la moitié de ce qu'il me disait. Je pensais encore, c'est pas sûr. Et en fait, je suis vraiment tombée amoureuse des maths parce qu'avec lui, j'ai fait vraiment des mathématiques pour la physique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de manières de faire de la science. Et moi, ce que j'ai fait dans ce stage et que je fais maintenant aujourd'hui, c'est faire des modèles mathématiques, donc faire des équations pour essayer de traduire ce qu'on voit. Et donc, à la base, je faisais des équations, des maths pour traduire ce qu'on voyait dans la fusion nucléaire, donc ce domaine-là. Et en fait, progressivement, je me suis dit, non, en fait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment faire des maths pour quelque chose. Et donc, après, je me suis intéressée à tout ce qui était les fluides. Et notamment, le Soleil, les étoiles sont des fluides. Et donc maintenant, même si ce que je fais, c'est appliqué à l'astrophysique, et je pourrais parler plus concrètement de ce que je fais, moi, ce que j'aime, c'est vraiment le fait que ce sont des mathématiques appliquées à traduire de la physique, et en l'occurrence de la mécanique des fluides, pour les étoiles. Mais il y a aussi des applications de ce qu'on fait, par exemple, à l'atmosphère terrestre, à d'autres planètes comme Jupiter. Et donc, c'est vraiment cet aspect que j'aime. Donc, j'ai jamais vraiment choisi l'astrophysique. En fait, ça me passionne. Maintenant, c'est super intéressant. Mais ce que j'aimais, c'était vraiment cette notion de mathématiques appliquée à quelque chose. Ok. Et c'est quoi les fluides, du coup? Quand tu parles de fluides, honnêtement, je ne m'y connais absolument pas dans ce domaine-là. Donc là, je suis vraiment novice. Les fluides, ça peut être l'air, par exemple. Donc, dans l'air, il y a des vents, notamment. Si on se balade dans la ville, on sent qu'il y a des vents. Ça, c'est des mouvements de fluides. Donc, des gaz sont des fluides. L'océan, c'est aussi un fluide. Il se passe plein de choses dans l'océan. Il y a des vagues, mais aussi les vagues, elles peuvent transporter de la matière, elles peuvent transporter des éléments. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les étoiles. Les étoiles, c'est une boule de gaz qui est chargée. Il a plein de particularités, mais il peut aussi bouger, transporter des éléments, transporter ce qu'on appelle la quantité de mouvement, ça va être de l'énergie dans ces cas-là. Et est-ce que chaque étoile est unique ou est-ce qu'il y a un élément commun à toutes les étoiles? Enfin, comment on peut caractériser une étoile? Alors, il y a des éléments communs, elles sont chacune uniques, mais elles appartiennent à des familles. En fait, à la base, une étoile, c'est une grosse boule de gaz qui arrive à être assez chaude pour faire du coup cette fameuse fusion nucléaire. Donc l'idée, c'est qu'en fait, dans l'univers, il y a plein d'éléments différents. Et une étoile, si elle est assez chaude, elle va réussir à fusionner l'hydrogène, qui est l'élément le plus léger de notre univers, en hélium. Et après, progressivement, si l'étoile est assez chaude et assez lourde, elle va réussir à fusionner encore d'autres éléments pour faire des éléments de plus en plus lourds. Donc souvent, on dit que les étoiles, comme on est tous des poussières d'étoiles, de manière très poétique, faire beaucoup de poésie aujourd'hui, parce que en fait, les étoiles, elles aident à construire tous les éléments qu'il y a dans l'univers, qui sont ensuite répartis dans différents corps, dont les planètes, etc. Et donc, toutes les étoiles ont ce point commun, ce sont des corps qui sont du coup des astres, des boules de gaz, qui sont assez chaudes et qui font de la fusion nucléaire et qui libèrent plein d'énergie. Donc c'est pour ça qu'elles brillent, parce qu'en fait, cette fusion nucléaire libère énormément d'énergie. Donc cette énergie doit être transportée de différentes manières et on les voit briller. Après, il y a différents types. Il y a des étoiles plus ou moins lourdes.
Le Soleil, il fait plutôt partie des légères. C'est une masse solaire. C'est notre référence, évidemment. Le Soleil, c'est toujours la référence pour un astrophysicien. C'est une masse solaire, mais il y a des étoiles qui peuvent faire jusqu'à, de mémoire, 200, voire même 300 masses solaires, des très, très massives. Ah oui. Donc, mais elles sont dans notre galaxie ou elles sont dans d'autres... Il y en a aussi dans notre galaxie. Okay. Et peuvent être dans d'autres galaxies. Donc, il y a plein de types d'étoiles différentes. Les astrophysiciens adorent les classer. Pour donner un ordre d'idée, dans la Voie lactée, c'est 150 milliards d'étoiles. Ah ouais? Ouais. J'avais lu que, tu me diras si c'est vrai ou faux, qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre. Je sais pas si faire un calcul de tête. Je suis pas sûre. Okay. Je te confirmerai ça. Mais il y a pas mal de... C'est des histoires sur qu'on appelle d'ordre de grandeur, c'est-à-dire essayer de compter les choses. Et c'est vrai qu'en fait, en astrophysique, il y a beaucoup de zéros. Donc, nous, on compte pas, on compte pas 1, 2, 3, on va coûter 1000, 10 000, etc. Et donc, c'est vrai que je sais pas le nombre de grains de sable sur la Terre, mais c'est possible qu'en effet, c'est possible que cette affirmation soit vraie, je sais pas. Et donc là, le chiffre que tu nous as donné, c'est uniquement dans la Voie lactée? Exactement, notre galaxie à nous. Dans notre galaxie. Donc, et notre galaxie, donc, elle est constituée de plein d'étoiles. Nous, on est dans le système solaire, donc on connaît tous et toutes en général les planètes du système solaire. Il y a une étoile qui est notre Soleil autour. Mais en fait, des étoiles comme ça, il y en a 150 milliards et ça forme une galaxie. Et après, il y a beaucoup d'autres galaxies dans notre univers. Ça, je ne connais pas le chiffre exact. Mais on n'est pas du tout unique. Quoi, voilà. Ça peut donner un peu le vertige parfois. Ouais, c'est clair. Et quelle est la différence? Parce que là, on parle beaucoup d'étoiles et il y a aussi cette passion de l'astronomie, c'est avec de contempler les étoiles. Quelle va être la différence entre être astronome et astrophysicien? Alors, c'est une très bonne question parce que justement, c'est une distinction qu'on doit souvent faire. En fait, l'astrophysicien, c'est de manière générale une personne qui étudie ce qui se passe dans l'univers, dans l'espace en général. L'astronome, il y a la notion d'observer, de regarder. Alors maintenant, c'est pas comme avant, on regarde dans un télescope, les astrophysiciens ne font plus du tout ça du tout, ils ont des ordinateurs, il y a de la data, etc. Mais l'astronome, il y a un côté observation. Et en fait, l'astrophysique, c'est une science qui, comme toutes les sciences, elle se fonde sur l'expérience, sur observer l'univers, le monde qui nous entoure. On a besoin de faire des expériences pour comprendre, et si on fait juste des formules mathématiques qui n'ont aucune réalité, ça ne va pas. En astrophysique, on regarde des objets qui sont très loin, et donc la notion d'observation est très importante. C'est l'équivalent de l'expérience dans d'autres sciences. Ok, ouais, donc la notion, oui, la différence entre les deux est quand même plutôt distincte. Elle est assez claire dans l'idée. Oui, je pense qu'on fait plus trop la distinction maintenant. C'est vrai que la plupart des gens disent, voilà, je suis astrophysicien, qui fassent des observations ou de la théorie comme moi. Mais je dirais que l'astronome est peut-être un sous-groupe de l'astrophysicien. Okay. C'est la personne, du coup, qui va être focalisée sur les observations. Les deux travaillent ensemble ou pas? Oui, pour moi, vraiment, les astrophysiciens, c'est un tout. C'est tous les gens qui étudient ce qui se passe dans l'espace en général. Et par exemple, moi, je travaille énormément avec des collègues sur les aspects observationnels. Parce qu'en fait, on a besoin de ça. En fait, la science, c'est jamais des formules. C'est jamais que des formules. Il y a toujours ce côté concret. Il faut que ça colle à une réalité. Et en astrophysique, les gens qui détiennent cette réalité, ce sont les astronomes. Les gens qui regardent, les gens qui observent. Okay. Après, il y a d'autres manières d'accéder au savoir, comme moi, faire des équations. Après, il y a une troisième partie qui est la partie modèle numérique. On essaye de reconstituer numériquement des étoiles ou des portions d'étoiles ou des étoiles entières pour résoudre en fait toutes les équations qui régissent une étoile de manière numérique. Et donc ça, on dit parfois que c'est une expérience, c'est comme une expérience numérique, sachant qu'on n'arrivera jamais à refaire toutes les propriétés d'une étoile. On a quelque chose qui s'approche le plus possible, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Il y a des nombres qui sont très, très grands pour plein de valeurs différentes, pour la vitesse, etc. Et donc, en fait, on n'arrivera jamais à être vraiment... Enfin, jamais, peut-être, faut jamais dire jamais, peut-être dans très, très longtemps si on avance beaucoup la technologie, mais a priori, ce ne sera pas possible. Et donc ça, c'est aussi une partie très, très importante, ce qu'on appelle la simulation numérique. Et concrètement, Pardon. Je vais la refaire. Je t'en prie. Vas-y, bois un coup. J'en profite du coup. Vas-y. Et concrètement, comment... finalement, à
à quoi sert finalement de faire de l'astrophysique? À quoi cela sert d'étudier les étoiles, de les comprendre, d'étudier même de manière très générale l'univers? Euh, pour toi, j'imagine que ça fait énormément sens, mais pour plein de personnes, on se dirait, bah, en fait, pourquoi s'occuper de ce qu'il y a dans l'espace alors qu'on pourrait déjà s'occuper de ce qui se passe ici? C'est une question très importante et je pense que c'est un peu une question philosophique, un peu la question de OK, pourquoi on cherche à comprendre ça? Et c'est vrai qu'en fait, l'astrophysique, comme d'autres sciences, c'est ce qu'on appelle une science fondamentale. On n'est pas obligé d'aller dans l'astrophysique pour avoir une science fondamentale, mais a priori, c'est une science qui n'a pas d'application directe. C'est-à-dire que, je sais pas, si je fais de la science des matériaux pour améliorer le confort des chaises, bah, on sait pourquoi je fais ça. Je fais ça parce qu'il y a un besoin derrière auquel je veux répondre, et il y a plein de gens qui font ça. Les sciences fondamentales, on cherche à comprendre sans spécialement avoir en tête des applications derrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'application. Il y a des moments où on découvre des applications. Par exemple, je parlais de l'énergie du Soleil, la fusion nucléaire. Bah, en comprenant le mécanisme qui est à l'intérieur du Soleil, c'est aussi comme ça qu'on se dit, ah bah tiens, peut-être qu'on pourrait recréer la même chose sur Terre et ça aiderait pour faire de l'énergie. Il y a un autre exemple que j'aime bien, c'est Faraday. Alors Faraday, lui, il a trouvé ce qu'on appelle l'induction. L'induction, c'est le fait que quand on met, je vais être un peu technique, quand on met un champ magnétique en mouvement, on peut générer de l'électricité. C'est un peu comme les plaques à induction ou pas? Exactement, c'est la même chose que les plaques à induction. Tu m'as dit induction, j'ai pensé à tout ça. à fait ça. Et en fait, à l'époque, c'était un petit joujou, quoi. On se disait, ah bah tiens, c'est rigolo, je fais bouger un champ magnétique, voilà, ça fait de l'électricité, bon, ok. Et en fait, maintenant, la plupart de l'électricité sur Terre, je sais pas, je pense que c'est au moins 95%, j'ai pas le chiffre exact, elle est générée par induction. Ah ouais, parce que du coup, c'est toutes les histoires que ce soit une centrale nucléaire, une centrale à charbon, une éolienne. En fait, dans l'idée, on fait tourner une bobine, on fait tourner un aimant à l'intérieur d'une bobine, grosso modo, et c'est ça qui génère de l'électricité par induction. Donc c'est intéressant aussi parce qu'à la base, quand lui, il a découvert, il ne s'est pas spécialement dit « Tiens, c'est cool, je vais faire l'électricité dans le monde ». Mais en fait, au fur et à mesure comme ça, il arrive à avoir des applications. Et de manière générale, moi j'aime bien dire aussi, je pense qu'on est fait pour comprendre le monde qui nous entoure en tant qu'être humain. C'est super important, c'est pour ça qu'on a aussi des philosophes, qu'on cherche à comprendre l'histoire. Et je pense que la science, ça fait partie de ça. Le fait de chercher ce qui se passe à l'intérieur. Alors parfois, ça peut être un peu déconnecté de la société, donc c'est pour ça que je pense que c'est important de transmettre cette science, parce qu'elle ne doit pas appartenir qu'aux gens qui cherchent sur les trous noirs ou les étoiles. Mais a priori, ça n'a pas d'autre but que d'accroître les limites du savoir de l'humanité. Oui, et puis savoir ce qui se passe dans l'espace, c'est aussi une partie de nous, enfin de notre histoire, de la création elle-même de l'univers, du fonctionnement de l'univers. Là, tu parlais du Soleil qui est on vit avec lui, quoi. Bien sûr, tout à fait, on le voit tous les jours. On le voit tous les jours, à part quand il y a la pollution sur Paris ou quand il fait gris. Mais beaucoup de fois sur Paris, du coup. C'est ça. Mais dans l'idée, oui, l'idée, l'objectif, en tout cas, de comprendre un peu ce fonctionnement. Et quand tu étais quand t'as entamé ce processus et ces études-là, et quand tu as commencé aussi à mettre un pied dans le milieu en tant que femme, est-ce que parce que il y a aussi, c'est un des éléments qu'on va aborder, le milieu scientifique, il y a des femmes, certes, mais il n'y en a pas forcément assez, ou en tout cas, elles ne sont pas assez reconnues ou mises en valeur. Qu'est-ce que tu t'es dit lorsque tu as entamé ces études-là? Alors déjà, c'est vrai que c'est pas évident pour moi de me dire qu'il y avait une limite, parce qu'en soi, les études d'ingénieur, c'est aussi très peu féminisé. Donc je pense que les femmes qui évoluent dans le milieu scientifique de manière générale ont vraiment beaucoup l'habitude d'évoluer dans des milieux qui sont plutôt masculins. Je pense que ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'il y a d'autres types de diversité qui manquent. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur qui est plutôt prestigieuse, et donc c'est vrai qu'en termes de diversité sociale, je pense qu'on peut beaucoup mieux faire. En termes de diversité ethnique, je pense qu'on peut aussi beaucoup mieux faire. Moi, je suis d'origine algérienne, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça en école d'ingénieur, et encore moins dans la recherche. Et il y a aussi peu de femmes. Ce qui est intéressant, c'est que ça dépend beaucoup des disciplines. Par exemple, en chimie, c'est très, très féminisé. La bio, très, très féminisée. Les maths, beaucoup moins. Et moi, comme j'ai dit, je suis un peu entre ce qu'on appelle deux communautés scientifiques, parce que j'avance sur plusieurs choses. En astrophysique, je ne sais pas pour quelles raisons, peut-être des raisons historiques ou d'efforts, c'est plutôt féminisé. Donc plutôt féminisé, c'est genre peut-être 30%, quoi. C'est déjà bien, on va se contenter de ce qu'on a. Mais par contre, quand je vais à une conférence plus de mécanique des fluides, qui est du coup l'aspect plus... qui est vraiment l'outil que j'utilise au quotidien, ce que j'étudiie, même si je l'applique aux étoiles, là, je pense, dans les conférences...
Ouais, on doit être entre 5 et 10%, je pense, même pas, je Ok. suis pas sûre. Ouais. Donc, c'est aussi intéressant parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, dès qu'on fait des mathématiques appliquées, de la théorie, c'est un peu plus masculin. Et dès qu'on fait de l'observation, de la data, c'est un peu plus féminin. Ce qui est drôle parce que je pense que je dirais que dans le monde un peu de l'entreprise, par exemple, il n'y a pas tant de femmes que ça en data. Mais en astrophysique, la data est plus féminisée que l'aspect mathématique que je fais, par exemple. Ok. Donc ouais, c'est assez compartimenté Oui, en termes, même lorsqu'il y a des femmes, c'est assez tout compartimenté. à fait. Toi, tu as la chance d'avoir justement ce rôle un peu hybride où, Mm. comme tu disais, tu navigues un peu entre toutes les différentes disciplines. Et comment tu as réussi à justement être accepté dans ces différentes disciplines? Enfin, quand je dis accepté, dans le sens où euh, alors c'est un biais Mm. que j'ai, Mm. mais se dire que voilà qu'on va t'écouter par rapport à tes recherches, par Mm. rapport à ce que tu apportes, qu'on va se dire bah ouais, Leïla, ce qu'elle propose est intéressant, on va aller dans son sens. Ou comment tu arrives à te faire entendre et à te faire accepter à ce niveau-là? Bah, je sais pas si déjà, je sais pas si je le suis. Je pense que c'est un chemin qui met Hmm. beaucoup de temps. Après, c'est vrai que c'est important, la légitimité. Je pense que de mon point de vue personnel, j'ai mis beaucoup de temps déjà à me sentir légitime. Hmm. Je pense que c'est quelque chose d'important aussi de se sentir à sa place, notamment parce que, tu vois, comme je l'ai décrit tout à l'heure, je suis rentrée en école d'ingénieur et il y avait vraiment des gens de milieux sociaux très favorisés en moyenne. J'avais l'impression qu'ils avaient des problématiques qui étaient pas tout à fait les Hmm. miennes. C'est aussi un truc qu'on me disait souvent parce que du coup, en classe prépa scientifique, on est sélectionné sur des écrits puis des oraux. Et il y a eu plusieurs fois, je sais pas combien, mais des gens qui me disaient oui, bon, toi, c'est vrai que tu es un quota parce que bon, en gros, tu es une fille, tu es issue de l'immigration. En plus, enfin, t'es pas non plus très favorisée. Donc franchement, c'est en gros pour ça que tu es là. Et en fait, je l'ai cru pendant très longtemps. Je Ah, pense que ça te c'est remettait en question par rapport à tes capacités? oui, en fait, ça me remettait en question par rapport à mes capacités et en soi, je pense que ça peut être vrai. Il y a un peu un tabou autour de ça, mais oui, c'est vrai que typiquement, quand j'ai fait un master, j'étais souvent la Hmm. seule fille dans la classe. Oui, peut-être que les profs, consciemment ou inconsciemment, m'ont favorisée. Peut-être parce qu'ils se sont dit, oui, bon, elle a du potentiel, mais je sens qu'elle l'est pas trop, mais je vais l'encourager. Enfin, c'est possible qu'il y ait eu Hmm. ça. Il y a aussi des personnes qui ont essayé de me décourager très fortement. Des Euh, profs ou euh, des des camarades? profs, j'ai eu parfois au lycée des profs que je trouvais pas très sympas, mais après c'est toujours difficile de savoir pourquoi ils sont pas sympas. Peut-être qu'ils aiment pas notre personnalité, Hmm. peut-être que c'est parce que on est issu de l'immigration, parce qu'on est une femme. Ça, c'est toujours délicat. Moi, je sais, je Hmm. saurais pas trop où mettre la limite. Mais en tout cas, pour revenir sur le côté un peu syndrome de l'imposteur, de pas me sentir à ma Hmm. place, en fait, il y a juste un moment où je me suis dit, bah en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche? En vrai, il y a plein de gens, il y a plein de gens, il y a des gens, ils arrivent en école d'ingénieur, ils ont fait des cours particuliers, 5 heures par semaine pendant toute leur vie. Moi, Hmm. c'était pas mon Ouais, cas. ouais, clairement. Qui est la personne la plus favorisée en fait? Celle qui est là parce que c'est un quota, celle qui est là parce que ses parents l'ont toujours soutenu. Enfin, finalement, on arrive tous à un endroit donné parce qu'on a certaines chances. Et il Hmm. faut être reconnaissant de la chance qu'on a, du fait que le voisin, il a peut-être pas eu les mêmes que nous et qu'il faut être humble par rapport à ça. Mais après, à partir du moment où on est à un endroit, enfin, vaut mieux faire comme si on était à notre place parce que sinon, sinon, je sais pas ce qu'il faut, quoi. Ouais, non, mais c'est bien enfin, je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur finalement comment combattre ce syndrome Mm, de l'imposteur. C'est bah, en fait en acceptant sa place et en saisissant l'opportunité, en se exactement. disant j'ai eu cette opportunité, bah ok, à moi de prouver, à moi de Mm, jouer, à moi de prendre plaisir mm. aussi. Donc je trouve ça plutôt pertinent. Et comment se déroule en fait une journée un peu type de recherche voilà, donc là, on a vu un peu le processus de comment tu peux accéder à ce type Mhm. d'études et ce type de projet. Donc il y a un peu d'opportunités, il y a un Bien peu de sûr. réflexion, il y a aussi, je dirais pas de chance, mais de se dire, bah, en fait, de base, je veux faire ça, mais finalement, il se passe quelque chose comme le Covid qui me fait Mm. bifurquer. Je pense écouter un peu son cœur Il parfois. faut aussi s'écouter, effectivement. Comment se passe une journée un peu classique dans la recherche? Ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à définir des journées classiques. Ouais, j'imagine. Alors, C'est pour ça. ce que j'aime bien dire en général, c'est qu'on a plusieurs, je dirais, pôles d'activité. Mhm. C'est-à-dire, la première chose, c'est un peu créer la connaissance. Nous, du coup, on vise à comprendre, donc il faut créer de la connaissance. Pour ça, moi, j'ai plusieurs outils. D'une part, moi, je fais des maths.
Des maths pour la physique, certes, mais ça reste des équations, peu de chiffres, beaucoup de lettres. Plus on fait de maths, moins on a de chiffres en général. Malheureusement, je sais pas, mais c'est comme ça. Donc moi, je passe une grande partie de dans le pôle créer la connaissance, je dirais. Moi, je fais vraiment des équations sur un tableau noir ou blanc ou sur des cahiers. Donc c'est vraiment très papier-crayon, c'est un peu à l'ancienne. Mais c'est comme ça que fonctionne. Et moi, vraiment, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans mon métier. Après, souvent, une fois qu'on a fait un peu de calcul, on a quand même besoin de l'outil informatique, l'outil numérique. Donc moi, je fais pas mal de programmation sur Python. Alors, je suis pas du tout une experte en code, mais je me débrouille pour faire ce qui m'arrange, de faire les bonnes courbes, les bonnes figures qui m'arrangent par rapport à mes équations. Et notamment, ça peut être... souvent, on fait des calculs qui sont très généraux. On a besoin de les appliquer à un certain type d'étoile ou au soleil. Moi, je fais beaucoup le soleil parce que je fais des trucs très génériques. Et du coup, c'est souvent ça qu'on fait avec la programmation. Après, l'autre aspect, c'est l'aspect communication. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé la connaissance, une fois qu'on s'est dit « Ok, moi, je vais m'intéresser à ce problème et je vais essayer de le résoudre », il faut le communiquer. Et donc, pour ça, on se rend beaucoup à des conférences et on écrit des articles scientifiques. Ça, c'est vraiment le cœur du métier. Tout ce qu'on cherche, ou qu'on trouve, il faut qu'on le communique à ces conférences ou en écrivant des articles. Moi, personnellement, je préfère les conférences, c'est un peu moins de pression, c'est plus oral, etc. Les articles, on est un peu plus dans son coin à écrire. En plus, c'est très, très rigoureux. C'est pas du tout comme un article journalistique qui est aussi très rigoureux dans une certaine manière. Là, faut citer plein de gens, faut que le cadre soit super clair. Donc ça, c'est un travail un peu de fourmi. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'avant, peut-être la partie créer de la connaissance, ou un peu pendant tout ça, il y a l'aspect apprendre. Moi, j'aime beaucoup ça. En fait, quand on fait de la science, on arrive sur des thématiques qui sont très, très précises. On n'est jamais le seul sur ces thématiques-là. Il faut toujours comprendre ce qui a été fait avant nous, ce à quoi les gens s'intéressent, comment c'est fait ailleurs. Moi, typiquement, j'ai dit que je faisais beaucoup de la mécanique des fluides appliquée aux étoiles. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, par exemple, dans le domaine de la mécanique des fluides appliquée à la géophysique. Et je lis beaucoup de choses, donc d'articles scientifiques dans le domaine de la géophysique, pour voir peut-être en quoi certaines choses qui ont été faites sont applicables aux étoiles. Et peut-être qu'eux font la même chose dans l'autre sens. Mais voilà, il faut toujours comprendre ce qui a été fait. Et ça demande beaucoup de culture, de la culture scientifique. Mais il faut lire un peu ce que font les autres pour savoir, déjà, il y a toujours des choses qui sont un peu plus à la mode et il faut savoir un peu comment c'est fait. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, apprentissage. Ensuite, le dernier aspect, je finis juste sur ça, du coup, c'est l'enseignement. Que du coup, quand on est chercheur, on a souvent aussi de l'enseignement vers les plus jeunes. Moi, je fais beaucoup de la diffusion scientifique dans les collèges-lycées, donc c'est encore avant. Mais c'est un aspect qui est souvent mis de pair avec la recherche scientifique. Donc je dirais la communication, mais à l'ensemble de la société et pas au corps de la recherche en particulier. Et comment tu choisis un sujet ou quelque chose sur lequel tu vas te tourner et effectuer cette recherche? Sur quoi? Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a le avant commencer cette recherche, il y a le fait d'apprendre. Ouais. Donc, est-ce que tu suis des tendances, comme tu le disais, ou est-ce que c'est aussi par affinité, par envie, est-ce qu'il y a une certaine liberté, ou est-ce qu'on t'impose aussi certaines choses? Alors, la liberté, c'est un point très important. La recherche, on a énormément de liberté. Moi, si je veux, j'organise mes journées comme je veux. Bon, après, c'est aussi parce que je suis pas non plus très, très avancée dans ma carrière. Je suis plutôt jeune dans ce milieu. Mais je pense que si j'ai 2 réunions dans la semaine, déjà c'est beaucoup, quoi. Le reste du temps, je m'organise comme je veux, chez moi, au labo. Je fais littéralement ce que je veux quand je veux. Après, sur les sujets, oui, en général, on les choisit. C'est un métier qui est mené par la curiosité quand même. Donc il y a un moment. Quels sont les critères? Il y a toujours des choses à comprendre. Il y a plus de choses à comprendre qu'on a de temps à y dédier. Par exemple, moi j'ai une liste de je sais pas combien de sujets où je me dis tiens un jour ce serait cool, je regarde dedans. Il y en a qui me motivent plus ou moins, mais c'est vraiment voilà. Parfois il y a des trucs où on se dit tiens comment ça se fait. Ça peut venir de plein d'endroits. Typiquement mon sujet de thèse, moi il venait d'une observation. En gros, alors pour que j'explique un peu le contexte, je vais devoir rentrer un peu plus dans le vif de mon sujet de thèse. Moi, je travaille sur les ondes dans les étoiles. Okay. En fait, les étoiles, elles émettent des ondes, c'est des vibrations, et c'est comme si elles chantaient. C'est vraiment des ondes acoustiques. Donc, en fait, il y a des vibrations de pression à l'intérieur des étoiles. Elles émettent des ondes, et on envoie des missions spatiales pour les détecter. Okay. Et moi, je travaille sur une mission qui sera envoyée en 2026 par l'Agence spatiale européenne. Okay. Et en fait, pour qu'on arrive à détecter ces ondes, il faut aussi qu'on leur donne un peu d'énergie. Il faut qu'elles soient excitées. De la même manière que si on a une corde de guitare, si on veut entendre la corde de guitare, il faut la pincer. Et plus on la pince fort, plus elle va résonner fort. C'est la même chose avec les étoiles. Et cette énergie, elle vient de plein de petits tourbillons de fluide qui sont à l'intérieur des étoiles. Okay. Ouais. Et en fait, j'ai des collègues qui font des observations qui se sont rendus compte qu'en fait,
dans à peu près la moitié des étoiles, ils n'arrivaient pas à détecter les ondes. Ok. Et ils se sont dit, bah, tiens, comment ça se fait? Comment ça se fait que ce chant des étoiles, moi je sais qu'il est produit par ces petits tourbillons qui sont dans toutes les étoiles de l'échantillon, comment ça se fait qu'il ne soit pas présent dans près de la moitié? Ok. Et donc c'est vraiment un aspect observationnel qui a guidé ma thèse. Et donc on s'est intéressé avec mon directeur de thèse à pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à observer ces ondes dans la moitié des étoiles? Et donc dans ces cas-là, on fait des hypothèses. Donc ça, c'est un truc super important en science. On se dit, OK, il y a un truc qu'on ne comprend pas là. Ça, cette observation, on ne la comprend pas. D'où est-ce que ça peut venir? Et donc, on fait des hypothèses. On se dit, bah tiens, peut-être que ça peut être ci, peut-être que ça peut être ça, peut-être que ça peut être tel autre truc. Peut-être que leurs observations, elles sont mauvaises. Ça, c'est aussi une autre hypothèse. Ouais, bien C'est sûr. pas le cas en l'occurrence pour mon cas. Et en fait, une fois qu'on a ça, on se dit, OK, bon, bah, je vais faire telle hypothèse, je vais regarder si c'est pas tel aspect. Par exemple, moi, dans mon cas, je me suis concentrée sur l'aspect rotation. En fait, les étoiles, elles tournent sur elles-mêmes. Et donc, la première chose, c'est que je me suis dit, ah, mais peut-être qu'en fait, c'est le fait qu'elles tournent sur elles-mêmes qui a tendance à diminuer la puissance des ondes qu'on voyait. C'est-à-dire comme si les étoiles, elles chantent, mais comme si elles chantaient un peu moins fort à cause de la rotation. Ok. Et donc, c'est une hypothèse qu'on a faite et qui, en l'occurrence, marche plutôt bien. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on cherche des sujets. Alors, parfois, il y a des gens qui viennent nous voir en conférence. Moi, la dernière conférence où je suis allée, j'ai parlé de mon travail. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais tiens, ton travail, moi, je regarde tel type d'étoile qui est ultra spécifique. Est-ce que, par hasard, tu pourrais pas me dire dans tel type d'étoile si ça marche pareil ?» Ou des gens, parfois, qui me disent « Ah, mais tiens, regarde, j'ai vu un truc bizarre qui montre des résultats de simulation numérique. » Donc, encore une fois, une simulation numérique, c'est une expérience numérique d'une étoile sur une durée très définie. Et il y a des gens qui disent « Tiens, c'est bizarre, regarde, moi, intuitivement, je m'attendais à voir ça. Et regarde ce que je vois là, c'est super bizarre. » Et dans ces cas-là, on creuse, on essaye de comprendre. On refait, on discute avec des collègues, et donc ça vient souvent de là. Et quand tu dis que les étoiles chantent, donc c'est qu'elles émettent un son, Exactement. mais alors, le son, il est intérieur à l'étoile parce que dans l'espace, on ne peut pas émettre de son. Tout à fait. Si je ne dis pas de bêtises. C'est une très bonne remarque. C'est le seul truc tout à que fait, je sais. c'est exactement ça. En fait, non, elles émettent ces vibrations. Donc, le son, en fait, c'est des vibrations de pression. Donc, tu vois, moi, si je parle, je fais vibrer mes cordes vocales, je fais vibrer l'air. Après, ça fait vibrer ton tympan et c'est comme ça que tu m'écoutes. Et les étoiles, c'est pareil, c'est des vibrations de pression. Mais comme elles ne se propagent pas dans l'espace, en fait, on les voit. On arrive à voir les fluctuations à la surface de l'étoile. Si je reprends mon exemple avec la guitare, c'est un peu comme si je filme la corde de guitare qui vibre, j'arrive à reconstituer la note. Ok. C'est un peu à peu près le même procédé. Donc en fait, on envoie des caméras dans l'espace qui filment les étoiles et c'est comme ça qu'on reconstitue le son qu'elles font. Mais à la base, c'est bien un son qui est émis. Donc en fait, de base, vous n'entendez pas. Exactement. Mais grâce en fait à ce que vous voyez, Tout à fait. vous reconstituez le son. Et quand vous dites quand tu dis qu'elles chantent, elles émettent un son type guitare ou autre, ou est-ce que ce sont des sons connus, qu'on pourrait apparenter à d'autres sons qu'on connaît, ou c'est vraiment pas propre à une étoile? Non, c'est propre à une étoile, c'est des fréquences qu'on ne peut pas entendre. En fait, le son, il est caractérisé par la fréquence, c'est la hauteur. Tu vois, le son, plus il est grave, plus la fréquence est basse. Et donc, une étoile, ça a une fréquence, que je réfléchisse, je ne dis pas de bêtises, qui est trop basse pour qu'on puisse l'entendre. Ok, d'accord. Donc on ne pourrait pas l'entendre. Mais on pourrait, parfois, moi j'ai vu des collègues qui disaient « Ok, bah tiens, je vais prendre le son qui est émis par une étoile, je vais le transposer dans une gamme de fréquences que l'être humain peut entendre pour voir ce que ça donne. » Ok, c'est incroyable. Et est-ce qu'on sait pour quelle raison ces étoiles chantent? Oui, alors, il y a une raison physique. C'est un peu comme comme un instrument de musique. En fait, les étoiles, c'est une sphère de gaz. Et en fait, de la même manière que la guitare, elle a cette caisse de résonance, que nous aussi, quand on chante, on a une autre caisse de résonance. En fait, c'est la sphéricité de l'étoile qui fait une espèce de caisse de résonance. Donc ça, c'est un phénomène qui s'appelle les ondes stationnaires, qu'on connaît bien, qui a été théorisé en fait. On fait de la théorie dessus, on dit on prend les équations des étoiles, on dit tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des ondes qui se propagent? Et d'ailleurs, il y a différents types d'ondes. Je parlais des ondes sonores, ce que j'appelle le chant des étoiles, mais il y a aussi des ondes qu'on appelle les ondes de gravité. Ce ne sont pas les ondes gravitationnelles, ça c'est un autre type d'onde. Et ces ondes-là dans les étoiles, elles s'apparentent plus à par exemple des vagues. Ok. Est-ce qu'on connaît leur utilité? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Là, tu vois, en t'écoutant, je me dis, ça se trouve que les étoiles communiquent entre elles, j'en sais rien, tu vois. Non, quand je dis qu'elles chantent, c'est plus qu'elles ont ces vibrations, mais c'est pas. Ce qui est important, c'est que c'est pas
les étoiles n'ont pas de conscience. Donc c'est juste la physique qui fait qu'on a ces vibrations-là. On en a aussi dans la Terre, par exemple. Il y en a aussi dans le noyau terrestre. C'est des vibrations qui existent de par les propriétés physiques du fluide de l'étoile. Ok. Ouais, non, je comprends mieux dans ce sens. Et donc au quotidien, ton quotidien, c'est de faire ce que tu disais, donc d'apprendre, d'aller vers la connaissance, de tester des choses, de manière très générale, de comprendre comment ça fonctionne. Et est-ce que donc tes journées sont les mêmes ou elles varient quand même, ou est-ce que ça dépend aussi de ce que tu découvres, de ce que tu vois, de ce que tu observes? Alors ça dépend, oui, non, les journées, elles se ressemblent pas du tout. Il y a des moments où je suis plus en phase justement de communication. Donc par exemple, quand j'ai fini un certain travail, il faut que je l'écrive. Il faut que j'écrive un article. Moi, c'est un truc que j'aime pas du tout. C'est assez pénible. Je préfère l'oral. Je préfère l'oral, ou même je préfère faire la connaissance, parce que en fait, moi, ce que j'aime, c'est la nouveauté. C'est ça que j'aime bien dans mon métier, c'est qu'en fait, on a toujours plein d'obstacles. Donc, quand je dis qu'on fait des modèles mathématiques, en fait, ça se passe. C'est pas comme quand on a un exercice à l'école, que il y a la bonne réponse. En fait, je pense que c'est ça le plus important en science, c'est que la bonne réponse, on la connaît pas. Personne ne connaît la bonne réponse. C'est-à-dire qu'on fait des hypothèses, on essaye de voir si ça marche bien avec les observations, mais à la fin, on peut juste dire si ça marche bien ou pas, mais on n'est jamais sûr de ce qui se passe. Et même quand des fois on pense être sûr, ah oui, bien sûr. Ça peut être remis en question. Bien sûr, ça peut être remis en question 2 jours après ou des années après, éventuellement. Et donc, alors que quand on est à l'école, quand on fait des maths, un exercice, à la fin, si on n'y arrive pas, on va voir le prof, on a la réponse. Donc ça, c'est un aspect qui n'est pas facile et qui fait que souvent, on a des obstacles. Que ce soit dans la partie numérique, dans la partie observation, ou moi, quand je fais des maths, il y a des moments, il y a des trucs que je ne comprends pas, je ne sais pas comment les faire. Je me dis, tiens, je vais voir le voisin ce qu'il a fait, mais non, sa technique, je ne peux pas l'appliquer ici. Et du coup, moi, ce que j'aime, c'est le moment où on débloque le truc. Où, en fait, cet obstacle, c'en est plus un. Et ça, c'est très gratifiant. Le moment où on comprend quelque chose. Donc ça, pareil pour la curiosité. Le moment où on se dit, ah mais oui, ça doit être ça. Ah mais oui, il faut que j'aborde le problème comme ça. On se dit, ah mais tiens, ça marche bien. Ça, c'est très satisfaisant. Mais des moments très satisfaisants, il y en a très très peu par rapport aux efforts. Mais bon, c'est un peu comme ça la vie en général, je pense. Oui, c'est vrai. Il y a cette fameuse... ça me fait penser, en t'écoutant, ça me fait penser un peu à... C'est quand tu as l'idée ou tu as une forme d'illumination, cette petite ampoule qui arrive, qui se dit « mais c'est ça !» Enfin, j'ai l'impression de voir ça. En fait, c'est un métier que je trouve très créatif. Je pense que c'est parce que je fais surtout de la théorie, mais pour moi, c'est extrêmement créatif et ça ressemble beaucoup à la démarche artistique dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'idées qui doivent décanter, on n'est pas dans l'exécution. Il y a des moments où il faut qu'on attende, il faut qu'on essaye un truc, ça marche pas, on le met de côté, puis après, 6 mois plus tard, on a la bonne solution. Il y a des problèmes, on aimerait bien les résoudre parce qu'on sait que ce sera majeur, mais en fait, on n'a pas encore les bons outils. Il y a des trucs où, au contraire, un peu de manière un peu par hasard, on se dit, ah mais tiens, ce truc-là, en fait, on peut l'appliquer à tel autre problème et je sais que ça les gens vont être super contents, ils vont adorer ça parce qu'eux-mêmes vont pouvoir l'appliquer à plein de choses. Donc, c'est pas linéaire du tout. Il y a des moments, il y a des phases différentes. Ouais, c'est ça, il y a des phases en fait. Il y a des phases où ça peut stagner aussi. Ah oui, ça peut beaucoup stagner. Et il y a des phases où, comme tu l'as dit, ça se débloque et forcément, ça vous amène à autre chose et vous avancez dans ce sens. Ouais, puis il y a aussi des phases un peu d'effort. C'est-à-dire que moi, quand je fais des maths, il y a vraiment un côté, il faut être rigoureux, il faut avancer progressivement. Et pour donner un exemple d'idée, il y a par exemple, un de mes articles scientifiques, les calculs que j'ai mis dedans, ils font un cahier entier, tu vois. C'est vraiment avancer étape par étape, pas à pas, avec beaucoup de rigueur, être sûr de là où on va, ne pas se dire que, c'est pas parce que je vois pas la fin qu'il y a rien à la fin. Et ouais, il y a un peu de tout ça. Il y a de la créativité, il y a de la rigueur, il y a de la communication. Et en fait, c'est intéressant parce que les métiers scientifiques, on a l'impression que c'est des personnes un peu perchées, qui sont très, très experts. Et en fait, j'ai vraiment l'impression, de mon point de vue, que cette expertise, au contraire, elle nécessite plein de qualités différentes. Parce que à la fois écrire, présenter à l'oral, faire des maths, comprendre ce que d'autres ont fait, c'est plein de qualités très différentes, en fait. Et je trouve que c'est un métier qui est très complet. Et est-ce que, justement, entre scientifiques, alors tu travailles avec certaines personnes, bien sûr, est-ce qu'il y a vraiment cette solidarité entre vous, cette complémentarité, ou est-ce que c'est un domaine concurrentiel?
J'ai l'impression que, alors c'est d'un point de vue totalement extérieur, j'ai l'impression que c'est quand même vachement concurrentiel. Même si vous travaillez ensemble sur des projets, c'est un peu celle ou celui qui va avoir son nom en haut de l'affiche. Exactement. Et se dire, ça vient de moi. C'est la subtilité du métier, en fait. C'est pas évident. Alors, je crois qu'au CNRS, donc, qui est l'institut qui régit pas mal de corps de recherche en France, ils appelaient ça la coopétition. Un mélange de coopération et de compétition. Le CNRS, c'est le Centre national de recherche scientifique. Ouais, okay. Exactement. Et donc, en fait, il y a plusieurs instituts de recherche en France, mais le CNRS, c'est un des instituts de recherche qui a pas mal de laboratoires et qui coordonne un peu je dirais la politique de recherche en France. Et donc, c'est un mélange subtil entre coopération et compétition, qui n'est pas toujours évident. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, dans la recherche, comme j'ai dit, on est assez libre, mais il y a quand même des métriques. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est comme beaucoup d'autres jobs, on a envie de progresser, on a envie de monter sur l'échelle. Les chercheurs font pas partie des personnes qui sont les mieux payées en général. Et du coup, ce qui est important pour eux, c'est de publier des articles scientifiques. Je dirais que la monnaie d'échange dans la recherche, c'est un peu la publication, la présentation en conférence et le fait qu'après, la recherche scientifique soit citée par d'autres personnes. Ça, c'est des métriques qui sont très importantes pour un chercheur. Donc, je dirais que la quête d'un chercheur, de la même manière que quelqu'un qui est dans une entreprise, il va chercher à avancer dans les strates managériales, peut-être à gagner plus, etc., avoir plus de responsabilités. Un chercheur, lui, ce qu'il a envie, c'est avoir plus d'articles et être cité le plus grand nombre de fois. Je caricature, mais... C'est un peu une forme de reconnaissance. Voilà, la reconnaissance vient souvent de là. Alors après, il y a des gens qui essayent de s'en détacher et c'est très sain parce que du coup, on se rend compte que cette logique, ça force à travailler sur des problématiques qui sont peut-être plus superficielles. Enfin, il y a plein de problématiques qui sont liées au fait de mesurer le succès d'un chercheur par rapport à ses articles. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais du coup, on se rend bien compte que le chercheur qui veut publier ses articles, il a besoin des autres parce que ces autres peuvent nourrir ses articles. Lui, il faut qu'il aide les autres parce que s'il aide les autres pourront après le citer ou autre. Mais d'un autre côté, il y a un mélange entre coopération et compétition. Parce qu'à la fin, sur un article scientifique, c'est non individuel. Ouais. Et on regarde souvent le premier auteur. Quand on est premier auteur sur un papier, alors, dans certaines sciences, parfois, c'est le dernier. C'est parfois le dernier, c'est celui qui a coordonné la recherche et le premier, celui qui a fait. Donc, par exemple, quand on est un étudiant, en général, le directeur va arriver tout derrière pour montrer que c'est lui qui a coordonné et l'étudiant va arriver devant parce que c'est lui qui a fait. Bon, il y a plein de manières de faire, mais du coup, à la fin, c'est le nom de la personne qui apparaît. Et donc, oui, il peut y avoir des coups bas, il peut y avoir des personnes avec qui il y a des coopérations qui commencent, et puis en fait, finalement, chacun part dans son coin. Enfin, ce que j'appelle un coup bas, il peut y avoir des... Ça serait quoi un coup bas ça peut être par exemple, ah tiens, regarde, j'ai trouvé un truc intéressant. Ah mais ok, on va travailler ensemble, super, on commence à travailler ensemble, et puis après, finalement, on se dit ah mais non, en fait, ce serait beaucoup plus intéressant pour moi que ce soit dans mon coin. Donc j'ai fait une découverte, mais je vais pas le dire à l'autre, alors qu'on avait un projet ensemble, et je vais le faire un peu sous le tapis, et je vais publier mon papier à moi, sans expliquer à l'autre qu'en fait, voilà, je laisse le projet un peu mourir avec lui. Il y a beaucoup d'histoires d'intérêt parce que finalement c'est un échange comme un échange commercial. Quand on travaille sur un papier de quelqu'un, il faut lui apporter des choses, mais il faut pas lui apporter trop parce que sinon on fait du travail entre guillemets pour rien. Il faut trouver un terrain d'entente, et puis en plus ce qui s'ajoute à ça, c'est qu'il faut que les problématiques soient intéressantes. Et ça, c'est super dur de savoir parce qu'en fait on est tous chacun tellement spécialisés dans nos problématiques que le chercheur d'à côté, peut-être qu'il s'intéresse à un truc où moi j'en ai pas grand chose je veux bien l'aider, mais ça me motive pas plus que ça en fait. Et inversement, peut-être que quelqu'un avec qui on est super aligné parce qu'on a vraiment le même intérêt, on se dit tiens, on va travailler ensemble, c'est cool. Mais d'un autre côté, si on travaille tout le temps ensemble, du coup, finalement, on a un peu les mêmes parts de gâteau. On occupe un peu le même terrain, et ça, c'est pas spécialement bien non plus. Donc voilà, c'est beaucoup de stratégie, beaucoup de... c'est assez subtil comme ça. Ça a l'air d'être un peu la guerre, mais... C'est Game of Thrones Non, ça a l'air d'être un peu comme ça. Mais après, comme tu m'as parlé de ça, je montre le côté négatif, mais c'est quand même quelque chose qui se fait beaucoup en collaboration. En fait, on a besoin. Un chercheur, il ne peut pas être tout seul. Il peut jamais être tout seul. Donc on a vraiment besoin de ce que les autres ont fait, et donc ce qui peut naître de la science très riche, mais malheureusement, comme on est dans un système où tout le monde ne peut pas être chercheur, tous les chercheurs ne peuvent pas progresser comme ils veulent, forcément, il y a des moments où il y a des rivalités qui vont apparaître. Après, il y a de l'ego aussi qui joue, je pense que c'est un milieu dans lequel il y a énormément d'ego. Donc bon, j'imagine que ça peut être un peu explosif par moment, et que... ça peut l'être. Voilà. Après, ce qui est un peu dommage, c'est de mon point de vue, je suis un peu jeune et naïf, je dirais, dans ce milieu, c'est que y a un peu la beauté de la science, et parfois, quand on entend certaines histoires, on se dit
c'est un peu dommage C'est un peu que dommage, au lieu de faire de la belle science tous ensemble, un peu dans le monde des bisounours, on soit tous en train de se tirer dans les pattes. Mais bon, après, c'est les contraintes du métier, mais c'est un peu le prix à payer pour la liberté qu'on a, je pense. Ouais, totalement, totalement. Et en t'écoutant, j'ai aussi cette impression que les personnes qui ont beaucoup subi finalement ce genre de préjudice, bah, ce sont les femmes scientifiques qui, enfin, que ce soit en 2025 ou bien avant, et surtout, je pense, bien avant, où quand il devait avoir un nom à mettre en premier, bah, c'était pas le leur, c'était plutôt celui d'un homme. C'est vrai que c'est souvent arrivé. Donc, il y a eu des femmes à qui on a volé leurs découvertes scientifiques. Donc, dans le livre, c'est le cas de Rosalind Franklin. Oui, Rosalind Franklin en vert. Ouais. On a volé sa découverte. Elle a découvert la structure de l'ADN, en fait. Celle qui a pris. Donc, l'ADN, il a une structure en double hélice. Alors, c'était ça. C'est les pages vertes. C'est les pages vertes. Non, il y a beaucoup de pages vertes, peut-être. Ah oui, non, mais en plus. Alors, voilà, c'est ça l'ADN, exactement. J'ai vu que tu avais corné les pages. J'avais corné les pages. Oui, alors elle s'est fait. Donc, juste avant d'aller un peu plus loin sur l'idée, donc c'est une belle transition qu'on fait. Donc, c'est un livre, Les Audacieuses, 10 femmes qui ont marqué les sciences. Donc, vous êtes 3 à avoir collaboré dessus avec une préface de Françoise Combe de l'Académie des sciences. Oui, c'est la présidente actuelle de l'Académie des sciences. C'est la présidente, en plus. Oui. Voilà, qui a soutenu le projet depuis le début, donc je la remercie par cette occasion. Ce projet, donc, l'objectif, c'est de mettre en avant des femmes qui ont marqué les sciences, qui ont été un peu plongées dans l'oubli aussi, ou qui se sont fait voler leur projet ou leur découverte. Et l'objectif, c'est justement de les remettre un peu à l'honneur. Et, c'était beaucoup ça, ouais. Et au-delà même de les mettre à l'honneur, c'est en fait de parler d'elles, tout simplement. Ouais, c'est exactement ce qu'on voulait. En fait, il y avait plusieurs points qui étaient importants pour nous. Le premier, c'est celui que tu as mentionné, c'est un peu ce côté... il y en a plein qui ont fait des choses qu'on utilise tous les jours, qui ont révolutionné les sciences et on ne parle pas beaucoup d'elles dans les manuels scolaires. Donc on se dit que c'était une bonne occasion de les mettre à l'honneur. Ce qu'on voulait aussi, c'est, comme je t'ai dit, représenter une diversité de femmes, diversité de sciences et diversité d'origine. C'était super important parce qu'il y a d'autres projets qui ressemblent. Les femmes en sciences, c'est quelque chose qui est très à la mode. Et en fait, souvent, on trouve que c'est quand même beaucoup des femmes blanches occidentales et toute la population française n'est pas à cette image, et on trouvait que c'était important de montrer aussi d'autres images de femmes scientifiques et c'est dans leur diversité. Et justement, en fait, c'est ça aussi qui m'a énormément surpris quand je l'ai lu. C'est que, en fait, il y a des femmes qui viennent de partout. Bien sûr. Il y a des femmes qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afrique, qui viennent de partout. Et j'ai trouvé ça hyper surprenant. Moi, celle qui m'a vraiment surpris, c'est Rose Dieng Kounts. Ouais, qui est d'origine sénégalaise. Qui a un parcours hyper... qui est arrivé en France sans rien. Clairement. Sans rien. Et aujourd'hui, si on a réussi nos projets, si on a réussi à s'instruire sur pas mal de choses, c'est grâce à elle, notamment. Exactement. Parce que pour Wikipédia, c'est grâce à elle que Wikipédia existe. Mais je reviens sur Rosalind Franklin. Donc, elle s'est fait voler. Donc, effectivement, elle parvient à prendre... Oui, quand je l'ai lu, en plus, je me suis dit, punaise, ça, c'est vraiment un truc... désolé, mais un truc pas très sympa. On va rester poli. Tout à fait. Mais en gros, c'est elle qui... Donc, c'est une histoire de cliché. Le cliché 51, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et en fait, quelqu'un est passé derrière, dit ouais, c'est pas mal, hein. Je mets mon prénom et mon nom. Ouais, et en fait, du coup, Rosalind Franklin, c'est elle qui a découvert la structure de l'ADN, parce qu'elle a pris la première photo. Excuse-moi. Je t'en prie. Vas-y. Pris la première photo d'ADN où on voit du coup la fameuse double hélice que maintenant tout le monde connaît pour l'ADN. Donc c'était la 51e tentative, c'est pour ça qu'il s'appelle le cliché 51. Et elle s'est fait voler sa découverte. Et en fait, derrière les prix Nobel, Watson et Crick,
Oui. Ne l'ont pas cité du tout. Et dans leur livre, l'ont décrit comme une personne acariâtre. Et ça, c'est vraiment un exemple typique c'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda. C'est pour ça que notre association s'appelle comme ça, Projet Exact. Mathilda. En fait, l'effet Mathilda, c'est le fait d'invisibiliser des femmes dans les sciences et de minimiser ou dénier leurs découvertes. Donc, par exemple, une femme qui a fait une découverte majeure qui n'a pas eu le prix Nobel. C'est le cas de Rosalind Franklin. C'est aussi le cas, par exemple, de Lise Meitner, qui a découvert la fusion nucléaire. Et donc, c'est son collègue chimiste dont j'ai oublié le nom qui a eu le prix Nobel. Elle n'est pas dans le livre, celle-là. Elle n'est pas dans le livre. En fait, je l'ai découvert avec une série théâtrale qui est au théâtre de la Reine Blanche, un théâtre qui est dans le 18e. Et la dame qui a fondé ce théâtre, elle s'appelle Elisabeth et elle était physicienne. Et elle a fait une série qui s'appelle Les Fabuleuses, où c'est justement les histoires de femmes scientifiques qui ont été victimes de cet effet Mathilda, dont les travaux ont été oubliés. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert Lise Meitner. C'était la fission nucléaire. Et en plus, donc, cette femme, Rosalind Franklin, alors déjà, elle est décédée très jeune, 38 ans. Ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'à l'époque, les rayons X, on se protégeait beaucoup moins que maintenant. Ouais. On sait que c'est cancérigène, donc elle est décédée certainement des causes de son exposition aux rayons X. Et c'était en plus donc, dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 50. À cette époque, les femmes étaient vachement invisibilisées. On a cité Marie Curie tout à l'heure, mais c'était bien avant. Il y avait très peu de femmes qui étaient reconnues, connues pour ce qu'elles faisaient. Et il y en a plein d'autres comme celle-ci, en fait. Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on cherche un peu, il y en a. Moi, j'aime bien ça se compte en quoi ? En dizaines, cinquantaines, centaines ? Oh, mais il y en a plein. Après, on n'a pas toujours des traces, mais la science n'a pas toujours été faite par des hommes. Notamment Einstein, il y avait son ex-femme, c'était Mileva, il me semble, son prénom, qui avait beaucoup travaillé avec lui. Alors pas surtout, mais au début de sa carrière notamment. Moi, celle que j'aime bien, c'est aussi Jane Goodall. Jane Goodall, en plus, elle est décédée il y a pas longtemps, donc c'est une bonne occasion de lui rendre hommage. Oui, c'est une primatologue. Et exactement. Ouais, et ce que j'aime bien, c'est que Jane Goodall, elle n'a pas fait d'études en fait à la base. D'accord. Elle a été embauchée comme secrétaire d'un primatologue pour aller sur le terrain, observer des primates. Et en fait, c'est comme ça qu'elle est devenue primatologue. Donc c'est intéressant. Et en fait, on le sait pas spécialement, mais Jane, c'est elle qui a un peu révolutionné notre manière de comprendre les animaux, donc les chimpanzés en particulier. Elle s'est rendue compte qu'ils ressemblaient beaucoup à l'être humain, qu'ils pouvaient avoir des émotions, qu'ils étaient organisés de manière sociale, que par exemple, ils pouvaient se prendre dans les bras s'il y avait un deuil, quand il y en avait un des deux qui décédait. Et donc, en fait, en s'immergeant dans les groupes de chimpanzés, elle a compris qu'ils nous ressemblaient beaucoup. Et maintenant, ça nous paraît évident, en fait, que les chimpanzés nous ressemblent beaucoup. On le sait très bien. Mais c'est en partie grâce à des personnes comme Jane qu'on sait tout ça. Et elle a commencé dans les années... elle a commencé plutôt jeune, à faire cela, à peu près à 25 ans. Et ça correspond dans les années 60. Et c'est vrai je pense que dans le milieu, c'est quelqu'un de connu. Oui, bien sûr. Mais en fait, du grand public, pas forcément. Tout à fait. Une personne quand je l'ai lu, ça m'a fait penser à Dian Fossey, qui est plus connue par rapport aussi à l'aspect tragique en fait, de sa situation et aussi par rapport à l'étude des gorilles. J'ai l'impression que c'est deux parcours plus ou moins similaires, avec un destin et une fin différentes. Mais même, ça me fait penser... l'histoire de Dian Fossey me fait penser un peu à cela, où on a aussi pas mal tenté de l'invisibiliser. On lui a mis pas mal de pression aussi à l'époque. Et j'ai l'impression que c'est un peu aussi ce même schéma où... En fait, aujourd'hui, ça nous paraît évident, alors que en fait, cette femme avait 50 ans d'avance dans son observation. Oui, bien sûr. Comme j'ai dit, la recherche, c'est un domaine dans lequel il peut y avoir certaines relations de pouvoir. Et donc, ça peut mener à l'invisibilisation de certaines personnes. Il y a un autre effet, d'ailleurs, je crois il me semble de nom que c'est l'effet Mathieu. Et l'effet Mathieu, c'est le fait d'invisibiliser des personnes qui sont inférieures hiérarchiquement. Donc, par exemple, dans la recherche, on a souvent besoin des directeurs de thèse. Donc, une personne, quand elle est en thèse, elle fait ses propres recherches, mais d'un autre côté, elle est supervisée de plus ou moins près par le directeur. Et parfois, c'est le directeur ou la directrice, d'ailleurs, qui peut s'approprier les recherches de l'étudiant qu'il a pour un doctorant ou un stagiaire, par exemple. Et donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver.
de minimiser les travaux que les gens ont faits qui sont en dessous. Mais parce que, comme je l'ai dit, c'est un travail très collaboratif. Donc, parfois, il peut y avoir un peu des guerres d'ego pour savoir qui va en premier quand les personnes ont collaboré de manière à peu près équitable. Ou au contraire, il peut y avoir des astuces plus ou moins honnêtes pour manipuler un peu le truc et essayer de s'approprier les travaux des autres. Donc ça, c'est des effets qui peuvent exister en effet dans la recherche. Et pour revenir sur Jane Goodall, Goodall Je crois que c'est Goodall qu'on dit, ouais. Goodall, ouais. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui résume aussi un peu ce qu'on... Enfin, en fait, c'est une arrogance aussi qu'on peut trouver chez les scientifiques, pour le coup. C'est que notre arrogance nous pousse à considérer que l'humain est unique. Et j'ai beaucoup aimé celle-ci parce que c'est vrai qu'en lisant en fait, son apport, en fait, on se rend compte que les chimpanzés et nous, on est vachement proches, que en fait, ce côté... c'est vrai qu'on a tendance à vouloir finalement s'approprier, comment dire, ou du moins penser que nos émotions sont uniques, alors que on peut le constater qu'à travers des chimpanzés, il y avait même aussi cette notion de culture. Elle aborde la notion de culture, j'ai trouvé ça fascinant. Que les chimpanzés pouvaient avoir, du moins, que les chimpanzés pouvaient développer des cultures différentes. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est fascinant avec Jane, c'est que, en fait, avant que Jane arrive, en fait, la manière qu'on avait d'observer les chimpanzés, c'était, on les regardait de loin, on prenait des jumelles, on regardait un peu comment ils se comportaient. Et en fait, Jane, c'est une des premières qui s'est dit, non, ok, c'est cool de les regarder de loin, mais moi, j'ai envie d'aller vraiment vivre avec eux. Et si vous regardez sur Internet, il y a plein de photos d'elle qui sont trop mignonnes en plus, où elle a des bébés chimpanzés dans les bras, où elle leur fait des câlins. Parce qu'en fait, elle est vraiment allée au plus proche des animaux pour les observer et pour essayer de comprendre ce qu'ils ressentaient et comment ils vivaient. Et en effet, maintenant, ça peut nous paraître un peu évident de se dire, oui, les singes, ils nous ressemblent beaucoup. Mais en fait, tout l'aspect émotionnel, l'aspect culturel, c'est elle qui l'a mise en valeur en vraiment se disant, je vais aller vraiment vivre avec eux au plus proche possible. C'est dingue. Aujourd'hui, c'est vrai que ça nous paraît tellement banal, alors qu'à l'époque... et que ça vienne d'une femme, je ne sais pas si... j'ai pas vu de choses à ce niveau-là, mais je ne sais pas si elle a subi des critiques à l'époque ou si elle a été... En fait, à l'époque, elle était avec d'autres de ses collègues dont, honnêtement, j'ai oublié le nom. Et en fait, Jane, c'était vraiment une belle blonde, très jeune, qui allait assister à un primatologue sur le terrain. Et donc, elle a fait plusieurs fois la une du National Geographic. On parlait beaucoup d'elle dans les journaux. En plus, à l'époque, les mots n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, elle était très... un peu... pas spécialement sexualisée, mais un peu, voilà, c'était la belle femme qu'on mettait en avant dans le National Geographic. Et en fait, elle disait, en fait, elle se disait, ok, ça, je m'en fiche un peu tant que ça me permet de faire mes recherches, qu'on me laisse la paix pour que je fasse ma recherche, que je puisse aller après sur le terrain voir des chimpanzés. Elle n'en avait pas grand-chose à faire. En tout cas, c'est ce qu'elle laissait paraître. Mais c'est vrai qu'on imagine très bien qu'à l'époque, ça pouvait être un peu... c'était pas spécialement tendre. Mais les journalistes, etc., la critiquaient pas ouvertement, en tout cas pas que je sache. Ok. Donc ça va. Et de base, la personne avec qui elle travaillait, je ne sais pas s'il y a eu elle a continué, cette personne, cet homme a continué à travailler avec elle ou pas? Oui, un peu. Ouais, un petit peu. Ok. Mais après, en fait, elle est devenue super connue. Après, elle a lancé son réseau d'instituts, ça s'appelle les Jane Goodall Institute. Il vise à protéger l'environnement, les animaux, où il y a beaucoup d'actions qui sont faites par des jeunes dans beaucoup de pays différents. Donc, elle était très, très engagée aussi pour l'écologie, la protection de l'environnement, la protection du vivant. Et il y a une autre femme, après on parlera aussi du projet Mathilda. On en a parlé un petit peu, on l'a teasé tout à l'heure, c'est Rose Dieng, qui est née au Sénégal. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes d'origine sénégalaise qui ne connaissent pas cette femme. Mais en lisant en fait son parcours, Polytechnique à 20 ans. Ouais, elle était incroyable. Je crois que c'est la première femme d'origine africaine qui était admise à Polytechnique. Alors, Polytechnique, c'est une école d'ingénieurs ultra prestigieuse. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même impressionnant. Et elle quitte le Sénégal à 18 ans. Ouais. Donc, elle a 20 ans, elle intègre Polytechnique dans les années 70. C'est même pas en 2010 ou 2020. C'est dans les années 70 où
le rapport aussi aux anciennes colonies, Bien sûr. même le racisme de manière, le racisme décomplexé qu'il y avait à l'époque. Faut y Ouais, aller, quoi. je pense que ça Et être une femme. bien sûr, je pense que devait être très, très courageuse à mon avis parce qu'en effet, quand on voit maintenant, la diversité qui est quand même pas au top dans les écoles d'ingénieurs ou, dans la recherche en informatique, je pense qu'elle devait dénoter à l'époque et Ah bah, tu qu'elle a dû m'étonnes, hein. s'accrocher, qu'elle a dû être sacrément passionnée pour continuer. Après, il y a pas énormément d'écrits sur elle. Nous, on a beaucoup cherché, mais c'est vrai que c'était une de celles pour lesquelles c'était le plus difficile de trouver des témoignages ou autres. Il y a quelques articles par-ci par-là, mais très peu. Et pourquoi, selon toi? Je pense que c'est assez récent. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins médiatisées, en fait, où il y a plus ou moins de traces qu'elle a. Et c'est pour cette raison, je ne suis pas sûre qu'il y ait une invisibilisation derrière. C'est qu'elle est restée très académique. Elle n'a pas été spécialement Oui. très médiatisée, en fait. Je pense que c'est juste ça la raison. Ouais, parce qu'en plus, elle a mené des travaux de recherche jusqu'à Bien sa sûr. mort, c'est ce que vous indiquez. Euh, et donc, en fait, elle a permis, en fait, grâce à Voilà, en ses informatique. recherches et grâce à ses connaissances et tout ce qu'elle a mené dans l'informatique, c'est grâce à ça, notamment, que Ouais. Une page comme Wikipédia existe. Exactement, ouais, c'est l'origine de ces pages un peu collaboratives. Il y en a une autre, ça me fait beaucoup penser à Eddie Lamar, qui est aussi dans l'ouvrage. Oui. Eddie Lamar, pareil, elle a créé une technologie qui est à l'origine du Bluetooth, ou du Wi-Fi d'ailleurs. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'elle, c'est une actrice hollywoodienne. Alors, elle a vraiment une vie super intéressante. Au début, elle était mariée à un marchand d'armes dans l'Allemagne nazie. Ouais. Et après, elle est partie à Hollywood. Enfin, c'est des vies, quand on les découvre, c'est quand même assez intéressant. Et ouais, c'était une actrice d'Hollywood. Du coup, l'illustration qu'on a, c'est une illustration d'elle sur un plateau. Avec les étoiles, voilà. Tous les scientifiques ne s'habillent pas comme ça avec des étoiles autour de la tête. C'est parce que c'est une actrice. C'est vrai que ça dénote un petit peu. Faut le savoir. C'est vrai que ça dénote un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais oui, et puis en plus, elle naît dans les années, Première Guerre mondiale. Ouais. Donc c'est en plus un Hollywood dans les années 40, 30-40. Donc et elle arrive à faire sa place. Ouais, elle était un peu inventrice autodidacte. Ouais. Ça a l'air passionnant comme ça. Bah, ouais. Mais c'est super, je trouve, Incroyable. d'avoir des parcours comme ça et de montrer aussi que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on peut parfois mener des carrières très créatives en même temps que faire de la science, que c'est pas spécialement antithétique. Ouais, totalement, totalement. Et donc, ces femmes, donc il y en a 10 qui sont dans le livre. Exactement. Et c'est une chose qui, toi, te tient à cœur, c'est justement déjà de vulgariser les sciences, donc de les rendre accessibles à toutes et à tous, mais aussi, ou plutôt et aussi, de permettre à des jeunes filles, des femmes, de s'intéresser aux sciences, de rendre les sciences accessibles, que ce soit au niveau des études ou autres, et j'interprète un petit peu, mais je pense que c'est aussi le cas, par extension, de démystifier Bien sûr. en fait, les sciences et ce syndrome de l'imposteur qu'on peut retrouver vachement chez les femmes. Parce que c'est vrai que quand on pense scientifique, blouse blanche ou autre, on pense à un homme et pas forcément à une femme. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce projet Mathilda un peu plus en détail et voilà, de nous expliquer tout ce qu'il y a autour? Oui, bien sûr, je pense que tu as bien résumé l'objectif. Enfin, je sais que les sciences, moi, c'est ma passion, mais ça peut être parfois un peu obscur, parfois un peu technique, que les scientifiques, parfois, ils sont pas non plus super à l'aise pour communiquer au grand public, que parfois le grand public, il a du mal aussi à faire la différence entre ce qui relève d'une science et ce qui relève d'une opinion. Ce qui est aussi une thématique importante. Et nous, ce qui nous tenait à cœur, c'est vraiment de montrer qu'en fait, les sciences, c'est cool, c'est pas spécialement facile, faut le dire aussi, mais que ça peut être accessible, que c'est concret aussi, que ça s'applique à la vie de tous les jours. Et donc, c'est ça qu'on a voulu faire, notamment dans cet ouvrage. Et aussi, ce qui nous tenait à cœur, c'est que, comme je disais, il y a pas mal de choses qui sont faites sur les femmes scientifiques. En fait, très souvent, ça va être la femme scientifique avec sa biographie. Et il y en a plein qui ont des vies incroyables. Mais nous, on s'est un peu dit aussi, oui, mais c'est des femmes scientifiques, pourquoi on ne parle pas de leur science ? Et on avait vraiment envie qu'on parle de leur science. Et d'ailleurs, avec ce livre, on fait beaucoup d'ateliers.
Et notamment, on a fait des journées à destination de lycéens, ou plus lycéens secondes ou sinon fin de collège. Et en fait, on a un peu des expériences, des kits pédagogiques qui sont faites pour chacune des femmes. Et c'est assez cool parce que du coup, ça permet de découvrir des concepts scientifiques de manière un peu ludique parce que ça reste des expériences. En tout cas, on essaye de faire que ce soit le moins scolaire possible. Et en même temps, derrière, on se dit, ah bah tiens, c'est un hommage aussi à cette femme. Notamment dans le livre, il y a Sophie Adno qui est une astronaute. Et on avait fait un atelier de construction et lancement de fusées à eau qui est super drôle. Franchement, si vous regardez un tuto sur Internet, c'est extrêmement drôle à faire. Et du coup, c'est une manière assez sympa, je trouve, de découvrir les sciences en se disant derrière que c'est aussi un hommage à une femme. Et ce projet, ça fait combien de temps que tu le mènes? Vous êtes combien déjà sur ce projet? Nous, à la base, on est 3 du coup cofondatrices. C'est les 3 qui... Ouais, c'est les 3 autrices, donc Lucie Cross, Romane Cologny et moi-même. On a été rejointes par d'autres personnes qui nous aident ponctuellement. Je pense notamment à Thomas Lecomte, qui nous aide sur l'aspect un peu administratif de l'association. Morgane Turlan, qui nous aide aussi sur d'autres aspects plus commerciaux. Il y a aussi beaucoup de bénévoles qui nous ont aidés à écrire le livre, à écrire l'exposition, qui sont d'ailleurs cités à la fin du livre. Mais vraiment, le cœur, c'est ces 3 personnes. Et ça fait 2 ans que ça existe. Et du coup, on a vraiment commencé par l'exposition, qui après a mené au livre. Et en fait, maintenant, on fait surtout des ateliers parce que c'est une exposition qui est itinérante. On a plein d'exemplaires. Et franchement, ça marche trop bien. Il y a toujours plein de gens qui entendent parler de nous. On reçoit, je sais pas combien, en ce moment, on reçoit 2 ou 3 demandes par jour de location ou d'emprunt de l'exposition. Elle va vraiment dans toute la France. Là, la semaine dernière, j'étais en conférence à Villeneuve-la-Garenne. En même temps, elle est à Toulouse, à Aix-en-Provence, à Bègles. L'année dernière, elle est restée 2 mois. Il y a eu beaucoup d'ateliers pédagogiques dans un quartier prioritaire de Saint-Étienne, à Montrénaud. Donc voilà, on essaie vraiment de diffuser tout ça. Et quel est le retour de la part de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes ou des femmes même, ou peut-être même de jeunes hommes Ouais, en fait, nous, toutes nos actions sont en général mixtes, sauf quand on nous demande qu'elles soient... Parfois, les profs demandent, quand c'est des ateliers spéciaux, par exemple, on a un atelier sur les stéréotypes, ils demandent que ce soit non mixte. Nous, par défaut, on veut faire des choses en mixité pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme on l'a dit, on veut mettre en avant une diversité de personnes dans les sciences. Les femmes en sont exclues, mais je ne pense pas que ce soit les seules. Des jeunes qui sont issus de milieux sociaux moins favorisés, issus de l'immigration, n'ont pas spécialement beaucoup plus de modèles. Donc on trouve que c'est aussi un bon prétexte pour parler de science et de modèles à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu cites Rose Dieng tout à l'heure, parce que c'est une de celles qui plaît le plus. Nous, on s'adresse à un public où il y a surtout, qui vient surtout du réseau d'éducation prioritaire. Du coup, il y a beaucoup de jeunes qui sont issus de l'immigration. Et vraiment, ils s'arrêtent tous énormément sur le portrait de Rose Dieng. Et souvent, on voit des jeunes qui sont d'origine sénégalaise qui disent un peu comme toi, mais tiens, c'est fou, je la connaissais pas. Elle me fait penser à ma sœur, elle me fait penser à ma maman. Et c'est trop cool. Et du coup, ça touche pas spécialement que les filles, ça peut toucher un peu tout le monde. Et chacun peut s'identifier à une partie de ces scientifiques. Et la deuxième raison pour laquelle on s'adresse aussi aux garçons... Et c'est ça aussi qui est bien, je trouve. En fait, parce que je trouve que c'est... Lorsqu'on veut permettre aux filles de s'identifier à d'autres femmes et qu'on insiste sur juste les filles en disant les filles, identifiez-vous aux femmes, vous arrivez à vous identifier aux hommes, mais maintenant il y a des femmes, regardez. Et qu'on exclut les garçons ou les hommes, pour moi, on continue on prolonge un peu cette forme de discrimination qu'il y a. Parce qu'on ne demande pas aux hommes, aux garçons, de s'identifier aux femmes. Non, c'est un point intéressant, je ne l'avais jamais vu comme ça, mais ouais, je comprends. Il y a un peu ce truc de, du coup, on reste dans ce truc du masculin et universel, et les filles, elles ont besoin un peu de leur exception, c'est ça que tu veux dire? Oui, et que en gros, les femmes peuvent s'identifier aux femmes et aux hommes, mais les hommes peuvent s'identifier qu'aux hommes, parce que bon, les femmes, rien d'exceptionnel. Si, en fait. Ouais, en tout cas, nous, ce qu'on observe, c'est que vraiment si. Et après, encore une fois, quand on pense aux scientifiques, moi, les premiers scientifiques qui me viennent en tête, Einstein, etc., c'est aussi des hommes plutôt vieux, plutôt blancs. Donc, je suis pas sûre que ce soit un modèle pour tous les jeunes non plus. Et donc, finalement, je pense que le plus important, c'est toujours la même chose. C'est comme c'est quand même important, cette histoire de modèle, que ça peut permettre aux gens de se sentir à leur place. Plus on les multiplie, mieux c'est. En fait, plus on monte de modèles, de parcours de vie différents, de personnalités différentes,
de physique différents. Et en fait, c'est ça qui est ultra important. Et en fait, nous, on en a montré quelques-uns. Alors, il peut manquer aussi de diversité à certains égards. Hein. Il manque plein de personnes aussi dans ce type d'ouvrage. Mais ça permet aux personnes de se projeter et de chacune se dire « Ah ben tiens, tel portrait m'a touché. » Parfois, ça va être un élément historique. Parfois, ça va être la ville de naissance. Parfois, ça va être la science. En fait, chacun peut être touché différemment. Et l'autre truc que je trouve aussi super important vis-à-vis des garçons, c'est que on veut faire un monde qui est plus inclusif dans les sciences. Mais du coup, il y a des filles et il y a des garçons, donc pourquoi on s'adresserait qu'aux filles? Moi, je trouve ça aussi super important que des garçons aient des idées en tête de femmes qui ont marqué les sciences, que des filles aient des idées en tête d'hommes qui ont marqué les sciences. Parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est construire un monde qui soit un peu mieux, qui soit un peu plus tolérant, mais tous ensemble. Et je pense que c'est pas un problème que pour les femmes. Alors par contre, c'est vrai que parfois, cette non-mixité, et ça, pour le coup, pour les sciences, ça a été montré par plusieurs sociologues. Je pense notamment à Clémence Perronnet, qui est une sociologue qui s'est beaucoup intéressée à cette question de genre et de mathématiques. En fait, la non-mixité, on s'est rendu compte que ça pouvait quand même aider. C'est-à-dire que les filles, de par la sociabilisation qu'elles ont eue, elles peuvent se sentir plus à l'aise parfois dans des groupes de filles pour parler de certaines problématiques. Et c'est aussi important peut-être de mettre en place ces moments-là. Mais à la fin, notre société, elle est plurielle. Et ce qui est important, je pense, c'est que tout le monde puisse évoluer dans une société plurielle, avec le moins de préjugés possible, avec le plus de bienveillance possible. Et donc, on a un peu besoin de tout le monde. Totalement. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on ne fait pas de l'inclusif en étant exclusif. C'est vrai aussi. À un moment donné, je pense qu'il faut... si on veut que les garçons, les hommes en général, changent aussi leur façon de penser vis-à-vis de ça, faut les intégrer en fait dans le processus. Bien sûr. Sinon, en fait, on continue cette marginalisation et ça peut même provoquer l'effet inverse. Ouais, c'est super important. Après, voilà, faut savoir laisser la place à tout le monde au bon moment. Peut-être avoir des moments de non-mixité, des moments de mixité. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est pas un problème que pour les femmes et c'est un problème pour tout le monde. Et du coup, tout le monde peut agir et les hommes sont bienvenus pour agir. Mais aussi parce que quand on parle de l'égalité femmes-hommes, il y a aussi des choses qui pèsent sur les hommes qui pèsent pas sur les femmes. C'est pas, évidemment, dans l'histoire, c'est pas égalitaire et on peut pas dire que c'est la même chose, il y a eu des souffrances, etc. Mais d'un autre côté, on a besoin de tout le monde. Et pour ça, il faut inclure tout le monde. Et c'est pour ça que nous, par définition, on fait toujours des actions qui sont non mixtes. Et après, oui, je vais pas te mentir, souvent, je pense que, je disais qu'on reçoit beaucoup de demandes. Je pense qu'en vrai, 99% des demandes qu'on reçoit sont faites par des femmes. Oui, et parfois, moi, je me dis que c'est un peu dommage parce que c'est aussi une problématique où je pense qu'un professeur pourrait avoir envie de mettre cette problématique en place, en avant en tout cas, les femmes scientifiques en avant dans son établissement ou dans sa classe. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça que... Après, c'est normal que chacun ait ses affinités aussi. Est-ce que ça fait partie de vos projets futurs, ou même dans votre démarche, entre guillemets, un peu commerciale, d'aller justement chercher des professeurs ou peu importe, en tout cas, des personnes qui pourraient inclure un peu plus de garçons ou de jeunes hommes sur ces... C'est une piste intéressante. Nous, on l'a pas... on a plein de projets futurs. C'est vrai que celle-là, en particulier, on n'y a pas spécialement pensé, mais je pense qu'en effet, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, nous, on fait pas mal d'ateliers. Notamment, on a un atelier phare qui est autour des stéréotypes. C'est un atelier très participatif où, en fait, on prend des jeunes en petits groupes, on dit, OK, on va réfléchir aux stéréotypes qu'on entend, on leur met des stéréotypes et ils discutent entre eux de pourquoi c'est vrai ou pas. Et ça, les garçons participent volontiers et c'est pas spécialement un problème que ce soit fait en non-mixité. Que ce soit en mixité, pardon. En tout cas, quand on le fait, tout le monde prend à peu près la parole équitablement, donc on fait très attention à ça, évidemment. Mais oui, il y a plein de problématiques autour de ça et c'est vrai que... je pense que c'est une problématique qui peut toucher tout le monde parce que les garçons, c'est aussi eux qui vont être les managers de demain, les filles aussi. Bien et sûr. Donc, il y a un moment, on a tous cette place à jouer. Donc comme je disais tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est que tout le monde fasse partie de la société un peu mieux que celle qu'on a aujourd'hui pour aller vers l'amélioration ensemble. Et donc, on a besoin de tout le monde là-dedans. Et quels sont les projets futurs ? Nous, on a beaucoup de projets. Donc, déjà... pour Mathilda, mais aussi pour toi, à titre personnel dans ta recherche. Alors, moi, à titre personnel, dans ma recherche, j'ai un post-doctorat aux États-Unis. Donc, je vais partir à Chicago normalement dans quelques mois. C'est vrai, donc, voilà, c'est quelque chose qui se prépare. Pour moi, c'est super important de garder la recherche. C'est vraiment un truc qui est très stimulant, mais aussi garder le côté diffusion scientifique qui est important. L'association Projet Mathilda, elle grandit énormément.
Parce qu'on a toutes ces Bah, demandes, si tu me on dis a que énormément vous êtes, de... un peu partout en France, Voilà, c'est ça. déjà, Donc, c'est pas mal. elle grandit énormément. Je crois que l'année dernière, c'est presque 15 000 jeunes qui ont visité l'exposition Ah à un endroit ouais, ou un autre. Donc, c'est quand même beaucoup. c'est énorme. Ouais, ouais. Non, et c'est trop cool parce que nous, c'est ce qu'on veut finalement. On a Totalement. conçu cette exposition pas pour qu'elle reste dans des cartons, mais pour que les profs, les jeunes puissent s'en emparer, puissent se dire bon, bah tiens, c'est cool. On a des profs parfois qui créent un peu des ressources pédagogiques autour. Donc, ça, c'est très cool. Moi, un truc que j'aimerais beaucoup développer, c'est des ateliers entre art et sciences. Donc, comme j'ai dit, moi, j'aime beaucoup le dessin. C'est moi qui illustrais le livre. C'est vrai que... Et en fait, je trouve que c'est trop cool de... Parce que souvent, on a tendance à se mettre dans des cases, ou les profs ont tendance à nous mettre dans les cases. Ok, toi, t'es littéraire, toi, t'es scientifique, toi, t'es créatif, toi, t'es ceci, toi, t'es cela. Et je trouve que c'est nul, les cases. Enfin, oui, alors qu'il y a des pense pas que ça apporte grand-chose. Sont... Voilà, et en fait, on s'est rendu compte que, notamment pour la problématique du genre... Alors, c'est pas du tout un truc scientifique, hein, c'est vraiment ce que nous, on voit dans nos ateliers. En fait, on s'est rendu compte que les filles, elles avaient en général plus cette fibre créative, ou qu'en tout cas, elles le valorisaient plus, ou qu'on leur disait plus qu'elles étaient créatives. Et que du coup, souvent, par le dessin, par le fait de les encourager à faire des mind maps, en fait, ça passe beaucoup mieux. Et j'ai un exemple, c'est que la semaine prochaine, là, je pars dans un séjour scientifique et que féminin. Qui est organisé par une association et la Fondation L'Oréal. Et en fait, dans ce séjour-là, c'est très scientifique et on encourage vraiment toutes les jeunes à vraiment être créatives autour des problématiques scientifiques et ça les aide énormément. Et du coup, je trouve que c'est un truc intéressant à mettre en place, un peu le crossover entre les sciences et l'art, parce qu'en soi, il n'y a pas de raison, quoi. Les scientifiques, ils sont pas tous sensibles à l'esthétique, etc. Hein, je dis pas, mais je trouve que c'est des choses intéressantes et que ça peut être justement l'occasion de parler de science. Ça fait partie des stéréotypes aussi, que les scientifiques sont justement très pragmatiques, exactement. Voilà, dans leur bulle, et que l'aspect créatif n'existe pas ou très peu. Ou tu sais, même c'est une forme de sensibilité. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a un peu ça, un peu la rigueur qui s'oppose à la sensibilité, alors peut-être. qu'on peut très bien avoir les deux. Enfin, tu l'as bien démontré tout à l'heure quand t'es sur des calculs, t'es très pragmatique, très rigoureuse. Mais quand il s'agit de faire marcher cette curiosité, il y a cette intuition qui vient, cette créativité qui se manifeste. Et je trouve que c'est très bien ce que tu dis c'est important de le souligner que on peut être scientifique, créatif. On peut être scientifique, aimer aussi l'artistique. Ouais. C'est pas en fait, on n'est pas dans l'opposition, mais plutôt dans la complémentarité. Exactement. Et que c'est très bien. Ouais, et qu'on a besoin de tout. Parce que, par exemple, je sais pas, mettons, si un jeune se dit « Ok, moi, je veux être designer », il y a un moment, ça peut être bien de développer une certaine logique, un certain sens scientifique, je sais pas, pour faire les comptes, les factures, l'application de la loi, ou même de manière générale, respecter le cahier des charges. Et de la même manière, quelqu'un qui est scientifique, qui est ingénieur, qui a besoin de concevoir quelque chose, il y a un moment, il va devoir le présenter à un public, donc il va devoir faire preuve d'un peu de créativité pour convaincre. Et en fait, toutes ces qualités-là, en fait, elles sont poreuses. Et c'est aussi pour ça que c'est important pour moi de transmettre les sciences. C'est pas juste parce que moi, c'est ma passion et que je pense que le monde devrait savoir comment ça fonctionne. Je le pense aussi, mais c'est pas ça mon objectif. C'est aussi parce qu'en fait, avec les sciences, il y a toute une démarche scientifique, un peu rationnelle, qui, je pense, est utile, de mon point de vue, dans plein de domaines différents. Et ça, c'est assez cool. Et dans la même veine, comme on parlait un peu de crossover, on est en train de travailler en ce moment sur un séjour sport et sciences. Et moi, ça me fait trop plaisir, ce genre de truc, parce que, du coup... on ne sait pas spécialement, mais quand on fait du foot, par exemple, les trajectoires de balles, les effets au foot, quand il faut passer un mur ou essayer de faire un corner, essayer de marquer depuis le corner, en fait, c'est des effets et ça, c'est des choses, scientifiquement, on connaît très, très bien. Et je trouve ça cool de faire des expériences autour du sport aussi. J'accompagnais un étudiant qui a fait c'était pour le bac. Oui. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il devait présenter quelque chose et il avait travaillé parce qu'il aimait le sport et il avait pris en spécialité maths physique et il avait travaillé sur justement la vitesse du ballon et etc., etc. Enfin bref, pour contourner un mur. Justement, tu parlais de coup franc. Pour contourner un mur, quelle serait la vitesse idéale si le mur est placé à 10 mètres, 15 mètres, 16 mètres et ainsi de suite. Et c'était très intéressant. Et je trouve qu'en plus, même la science s'installe de plus en plus dans le sport. Exactement. Avec la data, avec l'IA, même de manière très générale. Et c'est une question que je voulais te poser par rapport à l'IA, justement, l'intelligence artificielle. Quelle est la place que l'intelligence artificielle prend actuellement dans
enfin, est-ce que ça prend de la place dans ton domaine, dans ta recherche ou pas du tout? Oui, pour moi, particulièrement pas trop, parce que comme j'ai dit, je fais des maths. Les maths, l'IA, elle est pas encore, elle est pas encore du tout au point. Ou même, en fait, quand je dis que je fais des calculs, on fait des hypothèses, donc ça demande beaucoup de sens physique, et ça, c'est un truc l'IA, à mon avis, on va vraiment mettre longtemps avant d'avoir ça. C'est un truc, c'est très, justement, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité, mais c'est pas trop la même chose que Midjourney qui invente des images. Donc c'est un truc un peu subtil, l'intuition scientifique. À mon avis, on mettra, enfin, l'IA, on pourra pas tout à fait le faire. Après, il faut jamais dire jamais. Ça se trouve, il y a une super IA qui va arriver, qui va remplacer les chercheurs. Mais je pense que vu la complexité des choses, j'ai quand même l'impression qu'il y a des qualités, genre l'intuition, qui sont un peu difficiles à avoir. Il faut la complexité d'un cerveau humain. C'est un mélange quand même de rigueur, de créativité, d'intuition, le truc de je sens les choses comme ça, que même... et puis on n'y comprend rien, juste la science, on comprend tellement rien que je sais même pas si une IA, elle va nous aider beaucoup, quoi. Après, l'IA, elle aide beaucoup dans tout ce qui est simulation numérique. Comme je disais, c'est des expériences numériques, donc on résout des équations qui caractérisent, mettons, le Soleil ou d'autres systèmes. Et là, elle peut aider parce que du coup, les simulations, ça demande beaucoup de temps de calcul, beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Et ça peut aider à avancer un peu, à avoir des états de simulation qui seraient possibles, qui ressemblent à ceux des ordinateurs, par exemple, si j'ai bien compris. Et après, dans tout ce qui est data, du coup, moi, je parlais d'observation, ce truc on regarde les étoiles et on arrive à extraire ce fameux champ des étoiles, les ondes acoustiques qu'elles émettent qui nous renseignent sur plein de choses de l'intérieur des étoiles. Et ça, du coup, c'est de la data. Maintenant, il y a peut-être des astrophysiciens qui regardent un peu à l'œil au télescope, mais bon, moi, j'en connais pas, en tout cas, personnellement. Et du coup, en fait, grosso modo, il y a plein de données, plein de data qui vient de chaque étoile, et on a besoin parfois de les reconstituer. Donc, il y a des pics, par exemple, à certains endroits, à certaines fréquences, qui ont certaines hauteurs, etc. Et donc ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites par IA. Parce que quand on a besoin de faire ça pour des milliers d'étoiles, de regarder des spectres très précis, de traiter les signaux aussi, parce que du coup, on va avoir certains types de courbes qui peuvent avoir du bruitage, des parasites, et donc ça, il y a beaucoup d'IA qui rentrent là-dedans. Après, voilà, l'IA générative, j'en vois un peu en conférence pour faire rire le public, pour des images ou autres. On l'utilise beaucoup. Après, c'est vrai, comme outil, on peut l'utiliser pour le code. Moi, comme je disais, je suis pas super forte en code. Je sais en faire, etc. Mais parfois, un petit coup de ChatGPT, ça peut me débloquer. Au lieu de passer une après-midi dessus, ça peut me débloquer. Je vais pas le cacher. Mais voilà, pour le moment, c'est vraiment au stade d'outil. Ok. Ouais. Dans ce que tu dis, ça reste quand même l'humain reste essentiel pour voilà, comme tu le disais, pour interpréter, aussi pour faire face à une complexité que l'IA n'a pas. Enfin, ça fait des millénaires que l'humain travaille sur les sciences de manière très générale. Une IA va difficilement remplacer l'humain dans ce cas de figure. Du moins pas tout de suite en tout cas. J'ai du mal à voir comment ce serait possible. Après, je peux me tromper. Après, c'est vrai que parfois, il y a des articles scientifiques qui sont rédigés en partie par IA. On essaye de réguler un peu maintenant, parce que c'est vrai que ça pose des questions éthiques. Et après, ça pose une vraie question éthique de... Je sais pas, est-ce qu'on laisse... Enfin, imaginons que ce serait possible que l'IA remplace les chercheurs. Est-ce que vraiment, justement, ce truc qui est profondément humain de chercher la connaissance, est-ce qu'on le laisserait faire par l'IA ? Il y a un petit côté... Enfin, je sais pas, pour qu'on ferait... Enfin, ça peut être un peu antithétique, je trouve. Effectivement, ouais. Pas faux. Je te rejoins sur ce point, ouais, totalement. Alors, on arrive progressivement à la fin, mais avant ça, je souhaitais te poser 2-3 petites questions, d'accord, qui sont un petit peu plus, un peu plus, comment dire, un peu plus fun, on va dire ça, moins rigoureuse. Très bien, allons-y. Alors, ma première question, c'est si tu pouvais, alors c'est très philosophique, ce que je vais te poser comme question là. Si tu pouvais avoir une conversation avec une étoile, tu lui demanderais quoi ? Alors, en quelque sorte, tu converses avec les étoiles.
Ouais, vite fait. Enfin, Mais, faut le dire très rapidement quand même, hein. Pas que ce soit mal interprété. Oui, j'avoue. Complètement folle celle-là. Ouais, il y a plein de choses qu'on cherche à comprendre sur les étoiles. Donc la première chose qui me vient en tête, c'est les trucs très, très scientifiques de... du coup, moi, je m'intéresse au truc de l'excitation des ondes. J'aimerais bien savoir mes questions scientifiques, j'aimerais bien que l'étoile, elle puisse me répondre. Donc je dirais un truc très pragmatique comme ça. Un grand mystère qu'on a, c'est que le cœur du Soleil, par exemple, on ne sait pas à quelle vitesse il tourne. C'est un truc scientifique. Et justement, avec les ondes dont je te parlais, on essaye de reconstituer, mais on n'y accède pas encore. Donc... Le Soleil, il y a un cœur? Ouais, il a un cœur. Quand tu dis un cœur, c'est-à-dire? En fait, il y a plusieurs couches dans le Soleil. Il a un cœur dans lequel il y a toute cette fusion qui se met en place, donc toute cette énergie qui est libérée. Ensuite, il y a une couche qu'on appelle stablement stratifiée, qui est plutôt stable, qui peut ressembler, je sais pas, par exemple, à un océan ou quelque chose comme ça, si on fait des analogies. Et après, il y a une dernière couche à l'extérieur qui est convective. Donc la convection, c'est ce qu'on voit tous en fait, enfin on le voit pas spécialement, mais qu'on a tous les jours. Par exemple, si tu allumes ton radiateur, c'est le fait que l'air chaud, il prend plus de place, donc il a tendance à monter. Et ensuite, quand il est en haut, il fait plus froid. Donc, il se rétracte, il a tendance à redescendre et ça fait plein de mouvements fluides comme ça. Et c'est pour ça que quand tu allumes ton radiateur, ça chauffe un peu partout. Parce qu'en fait, tu le vois pas spécialement, mais l'air, par ce système-là de convection, il remplit ton appartement. Et c'est pour ça qu'après, il fait chaud partout dans ton appartement et pas juste au-dessus de ton radiateur. Enfin, il fait un peu plus chaud au-dessus de ton radiateur, mais c'est quand même relativement uniforme. Et donc, la dernière couche du Soleil, c'est une couche convective comme ça. Et donc, il y a plein de petits tourbillons, vraiment comme dans une rivière, plein de petits torrents où il se passe un peu des mouvements un peu chaotiques. Et du coup, nous, on ne sait pas, enfin, nous, les astrophysiciens, on ne sait pas comment tourne la couche interne de l'étoile, du Soleil, sachant que la couche externe, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne tourne pas à la même vitesse partout. C'est-à-dire? Le pôle et l'équateur ne tournent pas à la même vitesse. Ok. Parce que du coup, c'est du fluide, c'est comme de l'eau. Donc, c'est pas du tout comme si je prenais une boule de bois que je la faisais tourner. Là, il y a des endroits où ça tourne plus vite que d'autres. Ok. Et ça, c'est à travers des simulations que vous... Non, ça, c'est justement... Ça, c'est des observations. Donc, Ok. c'est quelque chose avec notamment ces fameuses ondes, le fameux champ des étoiles, les ondes acoustiques. C'est comme ça qu'on a reconstitué comment le Soleil tournait. Et en fait, avant ça, il y a notamment Galilée et d'autres scientifiques qui ont observé, en fait, il y a des taches à la surface des étoiles, des taches noires qui sont dues au champ magnétique. Et en fait, Galilée, très patiemment, tous les jours, il sortait sa lunette, il regardait le Soleil, il faisait un petit dessin avec les taches noires. Et en fait, c'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des endroits où les taches tournaient plus vite que d'autres. Ah, déjà, Galilée, c'est quoi, 16e, 15e? Ouais, c'est 17e à peu près. 17e? Donc, il y a 16-17. Il y a 400, 400 ans déjà. Ouais, mais en fait, ce genre de choses. Ce truc-là, on pensait que c'était juste à la surface de l'étoile. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était dans toute la couche dont j'ai parlé, la couche de convection, qui fait à peu près 30% du rayon. C'était un peu une surprise. Après, bon, c'est toujours relatif parce qu'on ne sait jamais ce qu'on trouve à l'intérieur. Mais c'est un truc qu'on a découvert comme ça. Très bien, très bien. Si tu pouvais, comment dire, je vais reformuler la question. Okay. Qu'est-ce que tu as appris? Quelle est la chose la plus fascinante que tu aies pu apprendre sur toi en travaillant sur justement les étoiles et sur l'espace en lui-même et même dans les sciences de manière générale? C'est une question super dure. Je réfléchis. Je pense un peu là. C'est un truc que j'ai appris sur moi. Je sais pas, je dirais un peu que ça paye d'être résilient. Il y a beaucoup de résilience un peu dans l'effort de dérouler ses calculs, etc. Ce truc où il faut s'accrocher, en fait. Il faut un peu s'accrocher. Et c'est vrai que souvent, ça peut être un peu difficile, comme je t'ai dit. Moi, je trouve qu'il y a des moments où ça peut être un peu décourageant parfois. Moi, je t'ai parlé des moments cool où on trouve, mais il y a aussi des moments où on se dit « mince, ça marche pas, je comprends pas. Oh, tiens, il y a encore une erreur dans mon code. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai encore fait ?» ou sinon, mince, c'est pas du tout le même résultat qu'hier. Qu'est-ce que j'ai fait? Mince, ça colle pas du tout aux observations. Et du coup, il y a un peu ce côté où faut être résilient. Et ce que dit souvent mon directeur de thèse, qui est très juste, c'est qu'il ne faut pas avoir de préjugés en sciences.
Que oui, on a envie que ça colle aux observations, on a envie de trouver de point de vue théorique la même chose que les observations parce que c'est eux qui ont la réalité. Mais en fait, tout est tellement complexe qu'il y a des moments où on va s'éloigner un peu des observations parce qu'en fait, on a pris en compte un phénomène qu'on ne prenait pas en compte avant et peut-être qu'il va manquer les 3 phénomènes d'après pour que ça rematche. Enfin voilà, faut se dire que le résultat qu'on a, il est le fruit de certaines hypothèses dans un certain cadre, qu'on n'a pas de préjugés sur ce qu'on doit trouver. Mais par contre, il faut essayer de comprendre. On ne fait pas des choses à l'aveugle, quoi. On doit trouver des explications rationnelles à chaque fois. Donc je pense que la résilience et le fait de ne pas avoir d'idées reçues. Okay. Est-ce que c'est... alors, ça c'est savoir si c'est une intox ou une vérité. En fait, les étoiles qu'on voit aujourd'hui sont potentiellement déjà mortes ou sont déjà éteintes, enfin, sont en voie d'extinction. Ouais, en fait, les étoiles, elles ont une vie. Elles naissent et elles meurent à un moment. Donc, notamment, le Soleil, il a à peu près 4,6 milliards d'années, notre Soleil. Et à un moment, il va devenir ce qu'on appelle une géante rouge. Il va devenir très gros. Et après, quand tu n'auras plus de combustible à l'intérieur, parce que c'est toujours ce mécanisme de fusion nucléaire qui crée de l'énergie, qui permet à l'étoile de vivre, et quand il n'y a plus de combustible, on ne peut plus créer d'énergie, il n'y a plus de carburant, et donc l'étoile, elle se rétracte et elle meurt. Donc le Soleil, il va finir en naine blanche. Et donc ça prend plusieurs milliards d'années. Et en fait, le truc, c'est que la lumière, elle prend aussi du temps à circuler. Donc pour nous, on a l'impression que c'est instantané, mais elle voyage à la vitesse de 300 000 km par seconde. Ouais. Et donc, quand on a des choses qui se situent très très loin, la lumière, elle prend du temps à arriver. C'est pour ça qu'on parle d'années-lumière. Et ça veut dire que les étoiles sont dans le futur, en quelque sorte, non ? Plus dans le passé, du coup. Parce que nous, ce qu'on voit à l'instant T, comme si tu veux, une étoile, elle émet de la lumière, et cette lumière, mettons qu'elle mette 1 an à arriver. Donc ça veut dire que l'étoile, elle est à 1 année-lumière. Donc la lumière, elle met 1 an à arriver. Donc toi, quand tu la vois, à l'instant T, quand moi je la regarde, en fait, je vois l'étoile comme elle était il y a 1 an. Il va falloir que j'attende encore 1 an. Enfin, il y a un décalage entre ce qu'on voit de l'étoile. C'est pour ça que... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Que l'étoile, ce que je vois... C'est le passé de l'étoile, et donc que l'étoile est dans le futur par rapport à son passé que je vois actuellement. Et ça se trouve qu'elle est potentiellement éteinte, morte. Oui, on le voit venir un peu, mais oui. Oui, mais en tout cas, il y a 1 an entre ce que je vois et ce que... C'est incroyable, quand même. Par exemple, pour quelque chose qui a 1 année-lumière, après, on peut avoir plus. Ouais, non, mais je trouve ça, c'est fascinant de voir, finalement, d'observer quelque chose qui date d'1 an. En fait, c'est un peu comme les orages. Nous, en fait, quand on regarde sur Terre, on a l'impression que la lumière, elle est instantanée parce qu'elle va tellement vite, tu vois, 300 000 km par seconde. Là, le projecteur, c'est bon, je sais qu'il arrive instantanément à mes yeux. Mais c'est la même chose que pour l'orage, par exemple. Le son, il voyage à 300 mètres par seconde à peu près. Un peu plus, je crois, 320. Et du coup, c'est pour ça que dans un orage, tu vois d'abord l'éclair et après, tu comptes les secondes pour savoir à combien de kilomètres l'orage est. Parce qu'en fait, tu vois l'éclair qui est quasiment instantané, parce que la lumière, elle est quasiment instantanée pour toi. Mais par contre, le son, il va mettre un peu de temps à arriver, comme il fait que 300 mètres par seconde. Donc, tu vois, typiquement, si il se passe 3 secondes entre l'éclair et le son, pour toi, ça veut dire que c'était à 3 fois 300 mètres, donc 900 mètres, qu'est tombée la foudre. Donc, c'est un peu le même phénomène, en fait, pour les étoiles, avec la lumière. Donc, elles sont évidemment beaucoup plus loin que ton orage quand tu l'entends. Mais c'est un peu la même chose. C'est le temps que prend le son à arriver pour un orage et le temps que prend la lumière à arriver pour une étoile. Ok. Moi, ça m'a toujours fasciné. Ouais, ça peut être un peu frustrant parce que du coup, tu te dis, j'ai envie de la voir maintenant, quoi. Mais ouais, en fait, on la verra jamais maintenant. Après, en fait, on s'en rend pas trop compte quand on fait de l'astrophysique parce qu'on manipule des nombres qui sont tellement grands, tu vois, les milliards d'années et tout, que du coup, ça me paraît rien. Le Soleil, il est à combien de temps de nous à combien d'années-lumière de nous Non, le Soleil, il est pas très loin de nous. Il est pas très loin. Je sais pas les distances égales, mais on compte en kilomètres par année-lumière. D'accord, donc ça veut dire que techniquement, en fait, le Soleil, quand on le voit à l'instant T, c'est quasiment à l'instant T. Enfin, il n'y a pas d'autant de décalage qu'une étoile qui est à... Ouais, et puis il peut y avoir un peu d'écart, mais c'est pas des années. Ok. Alors, pour terminer, ce que je te propose, Leïla, c'est que tu... Voilà, si tu as un message pour les personnes qui nous écoutent, notamment les personnes qui souhaitent s'orienter vers la science, si tu veux aussi passer un dernier message sur tes projets, sur ce que tu veux, je te laisse un peu carte blanche sur ça. Vraiment ce que tu as envie. Il n'y a pas de... vraiment ce que tu as envie.
Et voilà, si tu pouvais même un petit message de motivation pour les gens. Bien sûr. Ouais, c'est à voilà. ça que je pensais de toute façon. Voilà, vas-y, à toi de jouer. Il y a beaucoup de débouchés en sciences. Moi, j'ai parlé de la recherche, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment plein de choses. En France, on a énormément besoin d'ingénieurs. La science a besoin de vous. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous lancer, sachant que je sais qu'il y a le côté scolaire, des maths, etc. Mais si on s'accroche un peu, il y a plein de belles débouchés, plein de belles... avec un peu de curiosité, on peut accéder à plein de métiers incroyables dans les sciences, l'ingénierie ou même la recherche. Donc, n'hésitez pas. Et s'il y a des gens qui vous disent que vous ne pouvez pas, c'est pas vrai, vous pouvez toujours. Merci beaucoup, Leïla. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, j'ai trouvé ça passionnant. Vraiment, Trop bien. j'aime beaucoup et je sais qu'il y a encore énormément à dire en plus. Mais vraiment, j'ai passé un très très bon moment, un agréable moment. Trop bon, moi aussi. Et puis on sent que tu es passionné aussi. Ouais, c'est le but quand même. Enfin, oui, mais tu sais qu'il y en a des fois quand ils te parlent de leur métier, ils n'ont pas le sourire. Toi, tu es toujours souriante et c'est hyper agréable. Et je te remercie beaucoup pour ta disponibilité, en sachant aussi que, juste pour clarifier les choses aussi par rapport aux personnes qui nous écoutent et nous regardent, tu m'as contacté, j'avais fait pas mal de sondages et de publications sur LinkedIn et tu m'as contacté et vraiment, quand tu m'as contacté, j'ai dit non, mais il faut vraiment qu'on se voit. Ouais, parce que tu disais, je crois que tu voulais faire les métiers genrés. Les métiers genrés. Enfin, voilà, il y a des métiers qui sont très portés sur, sur l'aspect féminin ou l'aspect masculin. Et toi, tu m'as dit, les sciences. Ouais. C'est là peut-être qu'on en parle. Et quand tu m'as parlé de ton projet et que tu m'as parlé de qui tu étais, je me suis dit, oui, mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Trop cool. Merci beaucoup. J'espère que ce sera un épisode apprécié. J'en doute pas. Vraiment, j'en doute pas pour le coup. Comme je te le disais en off aussi, il est assez attendu. Ouais, ça m'a mis un peu la pression au début, comme on disait. Mais ça va. Tu t'en es très bien sorti. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ton partage, pour tout ce que tu nous as dit. Et au plaisir de suivre aussi tes actualités. Si tu as même des réseaux ou autres, tu me les transmettras. Je les mettrai sur l'épisode. Et quant à vous, je vous remercie beaucoup de suivre Désorienté. Ça fait pas mal d'épisodes là qui sortent. Là, c'était un épisode assez spécial sur l'astrophysique, mais pas que finalement. On a parlé de pas mal de choses. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à suivre la page, à suivre vraiment tout ce qu'on fait, à suivre aussi ce que fait Leïla. En plus, ça part bientôt à Chicago, donc je pense qu'il y aura de nouvelles aventures à suivre. Et merci vraiment pour votre soutien. C'est aussi grâce à vous que ça avance bien, progressivement, mais je suis plutôt satisfait. Et je vais rejoindre ce que tu disais, Leïla. Faut s'accrocher, faut être résilient et faut faire ce que vous avez envie de faire, même si on vous dit que ça n'est pas fait pour vous. Surtout si on vous dit ça. Surtout si on vous dit ça. Merci Leïla et merci à toutes et à tous et à très bientôt.